bienvenue donc pour les conférences médecine et société filmées. Donc il s'agit aujourd'hui d'une conférence sur les crises sanitaires qui était prévue à l'initiative de Génopolis et de l'association Initiative Plurielle, qui était prévue le 18 mars 2020 et qui donc va être tournée aujourd'hui le 12 mai 2020. Nous avons comme interlocuteur Gilles Roche. Gilles Roche est un clinicien spécialiste de médecine interne et de pédiatrie. Il est infectiologue aussi et a suivi un cursus pharmacologique et de biostatistique. Il s'intéresse beaucoup à ces questions de médecine et de société. Vous l'aurez compris, Gilles Roche est donc l'homme de la situation, capable de parler de ces fameuses crises sanitaires à de nombreux points de vue. Donc si vous voulez, nous allons commencer par parler des crises sanitaires en général. Et la première question que j'ai pour vous, Gilles Roche, c'est qu'est-ce qu'une crise sanitaire ? Eh bien, bonjour Magali, merci de me donner cette occasion de parler de ces sujets qui me tiennent à cœur, puisqu'il s'agit de pathologies infectieuses le plus souvent, pour les crises sanitaires, pas seulement. Il s'agit beaucoup de communication, d'information, de désinformation, et tout ça est très lié à l'évolution de notre société. Alors, le sujet de cette conférence, c'est les crises sanitaires en général. Il est certain que... Alors, c'est un peu prémonitoire comme sujet, puisque je l'avais prévu à l'automne, et en fait, on n'imaginait pas du tout qu'on aurait une crise sanitaire réelle, aussi forte que celle que nous vivons actuellement. Donc du coup, ça tombe bien, mais du coup, la partie donnée aux pandémies virales va forcément être plus importante. Il faut un peu coller à l'actualité. Alors, je voulais d'abord dire ce que c'est qu'une crise sanitaire, en sachant qu'on emploie ce terme des fois à tort. On emploie des fois la notion aussi de scandale sanitaire, plus ou moins bien. On peut parler aussi de l'état d'urgence sanitaire, on peut parler de catastrophe sanitaire. Il y a beaucoup de termes que je vais rapidement définir, si vous voulez bien. Une crise sanitaire, c'est un événement qui va toucher réellement, des fois potentiellement, un grand nombre de personnes, qui affecte la santé, bien évidemment, et qui va augmenter de façon significative la morbidité et souvent la mortalité. Il faut que ça soit sévère, sinon on ne parlera pas de crise sanitaire. Elles sont déclarées par l'État, qui va déclarer un état de crise sanitaire. Comme actuellement. Alors, parfois, une crise sanitaire peut faire l'objet d'un scandale sanitaire. Donc, c'est principalement un scandale sanitaire, une crise de confiance qui est en général très médiatisée sur le système de contrôle sanitaire. Ça peut être une origine d'intoxication alimentaire, ça peut être beaucoup de choses. Et un scandale sanitaire peut mener à une crise sanitaire. L'état d'urgence sanitaire, c'est une définition, on va dire, administrative. C'est une mesure exceptionnelle qui va être décidée en Conseil des ministres et qui va permettre d'avoir un certain nombre de libertés d'action au niveau du gouvernement. Alors, catastrophe sanitaire, c'est quoi? Eh bien, ça n'existe pas, l'état de catastrophe sanitaire. Les gens aimeraient bien, on en parle beaucoup, on parle d'état de catastrophe naturelle. Pourquoi c'est intéressant que ce concept existe? Parce que cela peut donner droit à des indemnisations, et notamment de la part des assurances. Mais aujourd'hui, il ne faut pas compter dessus. L'état de catastrophe sanitaire, par exemple, qui va permettre pour un commerçant d'être indemnisé pour le préjudice lié à la crise, malheureusement aujourd'hui ça n'existe pas. Mais il y a des gens qui poussent pour que cet état de catastrophe sanitaire soit reconnu avec toutes les conséquences intéressantes pour les gens. Et pouvez-vous nous parler des grandes crises sanitaires de l'histoire ? Les grandes crises sanitaires sont de différents types. Les épidémies et les pandémies, bien évidemment, il n'y a pas plus typique de crise sanitaire qu'une pandémie, mais ça on va en parler bien évidemment. Une autre grande catégorie, ça va être les médicaments et les vaccins, s'il y a un problème de contamination, un problème de mauvaise utilisation, un problème de rupture de stock, un doute sur la sécurité liée à tel ou tel produit. Donc ça aussi, ça peut être une cause de crise sanitaire, un problème de fabrication et des lots dans le monde entier qui sont contaminés par quelque chose. Ça peut être aussi, crise sanitaire peut aussi être liée à un problème de environnemental. Ça peut être un événement climatique, un événement météorologique.
Par exemple, une canicule va entraîner une crise sanitaire, si elle est importante. Un tsunami va pouvoir créer une crise sanitaire. Un tremblement de terre, des inondations extraordinaires vont créer une crise sanitaire. Ça peut être aussi une pollution inattendue, un accident, lié à un accident avec pollution de l'eau et de l'air. Par exemple, les retombées de l'accident de Tchernobyl, c'est un exemple typique de crise sanitaire liée à un accident environnemental. Et une dernière catégorie qui est très importante, c'est les crises alimentaires, qui peuvent, on va en parler un peu, hein, je donnerai quelques exemples, qui peuvent toucher des millions de personnes. Et éventuellement, bien sûr, il y a d'autres cas, il y a l'exposition chronique à un contaminant dangereux, par exemple l'amiante, hein, on peut considérer qu'il y a eu crise sanitaire, etc. Donc il y a beaucoup d'exemples, mais retenez bien ces 4 grandes catégories surtout. Donc nous devrions être coutumiers de ces crises sanitaires. Pourquoi est-ce que celles-ci, précisément, soulèvent autant d'indignation? En fait, il y en a beaucoup, des crises sanitaires, il y en a tout le temps, simplement on les oublie. On oublie qu'il y a eu des crises de telle ou telle crise extraordinaire, et la faculté d'oubli de la société est extraordinaire. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait des gens qui réfléchissent et qui connaissent l'histoire, et en l'occurrence l'histoire de la médecine, qui en tirent des leçons et qui disent « mais attendez, voilà, dans telle situation il s'est passé ça ». Même si les situations ne se reproduisent pas à l'identique, malheureusement il y a des leçons à tirer de l'histoire. Et on peut remarquer qu'en termes de pandémie virale, par exemple, on n'a pas beaucoup tiré de leçons de l'histoire. Oui, donc Gilles Roche, pouvez-vous nous donner plus de précisions sur ces fameuses crises alimentaires? Oui, alors bon, on les a citées, mais elles sont très connues. Vous allez les reconnaître hein, quand on va les citer. Il y a eu en 1980 le scandale du bœuf aux hormones. Ça a été considéré comme un scandale sanitaire plus qu'une crise. Très souvent, vous verrez qu'il y a eu scandale, on en a beaucoup parlé, mais c'est pas vraiment une crise sanitaire au sens strict du terme. Il y a eu l'huile frelatée d'Espagne, vous vous souvenez, en 81, on a oublié, mais c'est resté dans la tête de pas mal de gens. Hein, c'est-à-dire c'était de l'huile comestible qui en fait était fournie par de l'huile de vidange. Il y a eu le grand problème des traces de benzène dans les bouteilles de Perrier, hein, notamment aux États-Unis. Ça a été extraordinaire comme alerte. Le poulet à la dioxine aussi en 99. Il y a eu le lait frelaté de Chine, hein, qui avait été contaminé, additionné pas contaminé, c'était volontaire, de mélamine pour augmenter le taux de protéines quand on faisait les dosages. Donc c'était une arnaque en fait, mais ça a été extraordinairement important, en Chine notamment. Il y a eu la fraude à la viande de cheval, on en a entendu parler. Bon, c'est pas une crise sanitaire, parce que bon, mais quand même, ça a été un scandale sanitaire. Il y a eu les œufs de poule contaminés au fipronil, et etc. Il y en a d'autres. Hein. Vous voyez bien qu'il y en a. Alors ça, c'est tout ce qui est en termes alimentaires, tout ce qui est lié à des ingrédients, à des problèmes de ce type, à des substitutions d'ingrédients. Mais il y a également, dans les crises alimentaires, le problème des toxi-infections alimentaires, tout ce qui est lié à des agents pathogènes. Alors là, il y en a eu pas mal. Il y a eu, alors, les gens ont oublié, mais en histoire de la médecine, on connaît ça très bien. Dans les années 50, il y a eu la maladie de Minamata. C'était au Japon, surtout. Il y a eu la fameuse histoire de la chaîne de restaurants Chipotle Mexican Grill aux États-Unis avec des épidémies d'infection à colibacilles. Ça a été énorme, ça a été un préjudice énorme pour toute cette chaîne de restaurants. Il y a eu le lait Lactalis, le lait infantile Lactalis, hein, qui a été contaminé par des salmonelles. Ça, on en a beaucoup parlé. Donc, ça a été une crise de communication, crise de scandale sanitaire. Alors qu'en fait, bon, ces chaînes de fabrication de lait maternisé sont extrêmement sécurisées avec des contrôles de qualité, des process, mais parfois, il peut y avoir un problème. Et dès qu'on est dans de l'aliment industriel, si il y a une contamination, ça va se répercuter sur une quantité très importante de gens. Voilà pour les quelques exemples de crises et de scandales sanitaires liés à l'alimentation. Et pouvez-vous nous parler des scandales sanitaires liés aux médicaments? Alors, liés aux médicaments, il y en a eu beaucoup, et ça va vous parler. Parce que dans les années 50, il n'y avait pas de pharmacovigilance. Le fait qu'un médicament puisse poser des problèmes n'était pas dans la tête des gens, on ne savait pas. Et le fait qu'un médicament puisse poser des problèmes à une femme enceinte, par exemple, c'est une idée qui ne venait pas à l'idée de qui que ce soit. On ne pensait pas. On pensait que la barrière placentaire était quelque chose qui était non franchissable par les médicaments. Il faut se souvenir de ça. C'était il n'y a pas si longtemps. Donc, la pharmacovigilance
est né de ces histoires-là. Il y a eu la thalidomide dans les années 50 et 60. La thalidomide, c'est un médicament qui ne posait aucun problème et qu'on utilisait comme sédatif et comme antinauséeux. Et on le donnait beaucoup chez les femmes enceintes, à cause des nausées du premier trimestre, etc. Donc on le donnait particulièrement aux femmes enceintes pour tous ces états physiologiques. Et pas de chance, on ne savait pas, mais la thalidomide a donné des malformations congénitales très graves. C'était ces enfants sans bras, sans jambes, etc. Ce qu'on appelait les phocomélies, avec des manques de bras ou de jambes qui étaient plus ou moins importants. Ça peut être le bras complet ou une partie. Donc ça, on ne savait pas. Il a fallu pas mal de temps pour s'en rendre compte et pour faire surtout une relation, et une relation ensuite de causalité, entre ces malformations congénitales et la prise de thalidomide. Parce que les gens n'y pensaient pas. C'était pas pensable. Donc, du coup, ça a été, le produit a été retiré du commerce. Hein. Il y a eu entre 10 000 et 20 000 enfants qui ont souffert de malformations congénitales liées à la thalidomide. Donc, ça a été un grand drame. Ça a été extrêmement peu en France, quasiment pas. Ça a été principalement en Allemagne et en Grande-Bretagne. Alors tout ça, ça fait réfléchir les gens et ça a fait s'adapter les autorités sanitaires. Les autorités sanitaires, elles réagissent beaucoup aux problèmes. Hein, donc elles sont pas trop dans l'anticipation de problèmes qu'on n'a jamais vus. Si un problème ne s'est jamais vu, on va pas mettre des réglementations ou des procédures. Il faut attendre d'avoir les problèmes. C'est comme toujours dans la vie. On peut le regretter, mais malheureusement, la nature humaine est ainsi faite. Donc on réagit, et donc on s'est dit, tiens, un médicament pour poser des problèmes, tiens, il peut en poser chez la femme enceinte. Donc il va falloir qu'on regarde, on va faire des observatoires, on va collecter les cas, et puis si on voit qu'il y a telle ou telle pathologie qui apparaît de façon un peu plus importante qu'on l'imaginait, parce que les maladies, elles apparaissent, et les malformations congénitales, il y en a tout le temps, mais est-ce qu'il y en a plus à un endroit donné, et est-ce qu'il y a une relation avec la prise de tel médicament ou tel facteur environnemental? C'est très compliqué, parce qu'il va falloir y penser. Peut-être que là, il y a la question des lanceurs d'alerte, par exemple. On pourra en parler plus tard. Alors, plus récemment, et encore maintenant, il y a un certain nombre de crises sanitaires assez remarquables. On peut citer celle du Distilbène. C'est un produit, vous savez, qu'on utilisait depuis des dizaines d'années et qu'on utilise encore d'ailleurs chez les patients qui ont des métastases de cancer de la prostate. Et ce produit pose des problèmes chez la femme enceinte. Hein, on ne le savait pas. Donc il y a eu des centaines de milliers de personnes qui, enceintes, ont pris du Distilbène. Et ce problème est que ce produit a donné des malformations génitales à la descendance de ces femmes. Donc, et les filles des femmes qui ont pris du Distilbène ont, semble-t-il, été capables de transmettre des malformations génitales à leur propre descendance. Donc là, il y a quelque chose d'assez particulier. Ce n'est pas les gens qui prennent le médicament qui ont un problème, c'est leur descendance, et même la descendance de leur descendance. Quand on donne un produit qui donne des effets secondaires, bon, on dit, ah, il y a des effets secondaires, tout ça, on empoisonne les gens. Enfin, on les donne parce qu'il y a un problème, il y a un bénéfice, hein, on le donne parce qu'il y a un besoin, et on a prouvé l'efficacité sur des symptômes, ou sur même la cause d'une maladie, du traitement. C'est pas pour le plaisir de donner un médicament. Donc, on accepte en médecine d'avoir des effets secondaires du moment qu'on les connaît, qu'on les limite au maximum, en surveillant et en mettant des mises en garde et des contre-indications, mais parce qu'il y a un bénéfice. Hein, il faut que ce bénéfice soit beaucoup plus important que les inconvénients. Ensuite, alors le Mediator, oui, le Mediator, ça a été une histoire un peu compliquée. Il faudrait 3 heures pour en parler. Tout ça vient du laboratoire Servier. Donc, ce sont des amphétamines qui jouaient sur la production de sérotonine au niveau du cerveau et qui augmentaient le sentiment de satiété. Donc les gens n'avaient plus faim. Et ces produits ont fait la fortune du groupe Servier. Et il y a eu toute l'histoire qu'on connaît de lanceurs d'alerte, la fille de Brest, et toutes les enquêtes et les centaines ou les milliers de patients qui ont eu des problèmes avec le Mediator, voire en sont décédés. Donc, ce qu'on a reproché au laboratoire Servier et également à l'agence du médicament, c'est pas qu'il y ait des effets secondaires qu'on ne connaissait pas et qu'on découvre. Ça fait partie de la vie des médicaments. C'est de l'avoir nié.
de l'avoir nié, de ne pas avoir prêté d'attention aux signes d'alerte qui arrivaient, et d'avoir continué à vendre et faire de la promotion. Et puis on a reproché aussi à l'Agence du médicament de ne pas avoir pris les mesures qu'il fallait en tant que responsable de notre santé sur les sujets liés aux médicaments. Donc ça a été très embêtant. On a retrouvé des notes internes à Servier qui parlaient un peu de la stratégie marketing, etc. Et ça a été très mal perçu, ça a été extrêmement regrettable. Et je crois qu'il faut quand même, à l'époque actuelle, puisque tout ça est de l'histoire récente de ces 30 ou 40 dernières années. Donc aujourd'hui, il y a un procès fleuve qui était prévu jusqu'à avril 2020, jusqu'à maintenant. Hein. Donc il a été lancé le 23 septembre dernier. Et là, il a été suspendu à cause de la crise sanitaire actuelle. Il a été suspendu de mars à juin. Hein. Donc ça reprendra après le déconfinement, une fois qu'il sera bien avancé le déconfinement. Mais les choses sont en cours. Alors, c'est compliqué d'être indemnisé quand on a un préjudice. C'est vrai que si on a une malformation d'une valve cardiaque qui est liée au Mediator, c'est grave et on peut en mourir. Donc, il faut bien compter les cas et il faut étudier chaque cas individuellement pour vraiment vérifier la relation de cause à effet. Au 31 décembre dernier, donc il n'y a pas longtemps, il y a eu 8 968 demandes d'indemnisation et il y en a 3 599 qui ont été retenues, donc 40%. Maintenant, le patient peut lui-même déclarer un effet secondaire sur Internet. C'est assez récent, mais en tout cas voilà. Donc, tous les moyens de remonter d'effets secondaires prévus ou imprévus, c'est surtout les imprévus qui sont intéressants pour trouver quelque chose qui n'existait pas et prendre les mesures adaptées. Ceux qui sont connus, on avait déjà les mesures, hein, on va peut-être les renforcer. Mais donc c'est très important d'avoir un système de pharmacovigilance efficace et à condition de bien l'utiliser. Il faut lui faire confiance. Ce sont les gens qui savent. Si chacun veut faire le spécialiste de pharmacovigilance alors qu'il connaît rien. Alors, pour le lévothyrox, encore, pour citer quelques exemples que les gens ont en tête, qu'est-ce qui s'est passé pour le lévothyrox? Donc, il y a eu un changement de formule du lévothyrox. Donc, c'est une hormone thyroïdienne de synthèse qui est utilisée principalement pour les femmes, puisque c'est dans 9 cas sur 10, il s'agit de femmes, des femmes qui n'ont plus de thyroïde ou qui ont une thyroïde qui ne fonctionne plus. Donc, c'est un traitement hormonal substitutif. Et les gens sont dépendants de ce traitement. S'ils l'arrêtent, au bout d'un moment, ils vont mourir. Donc c'est fondamental. C'est une pathologie chronique et fondamentale. Mais on a une solution qui fait que les gens bien équilibrés avec leur lévothyrox vont très très bien. Ils ont une vie strictement normale, à part l'obligation de prendre ce traitement. C'est un peu comme quand on crée un générique, hein, on va changer les excipients, on garde bien sûr le principe actif avec la même dose, on garde les excipients, et on fait une étude de bioéquivalence pour vérifier que c'est conforme, un peu par principe. Les excipients peuvent changer la biodisponibilité du produit, mais souvent pas tant que ça. Enfin, de toute façon, il faut le vérifier. Donc on dépose un dossier, et tous les génériques que vous avez ont eu des changements de formule par rapport au produit, au principe actif. Par rapport au produit originel. Donc, on est dans une procédure toute simple. Alors, qu'est-ce qu'a fait l'Agence du médicament à ce moment-là et le laboratoire? Ils ont prévenu les médecins et les pharmaciens. On leur dit, dans un courrier, voilà, la formule a changé. Bon, le médecin qui voit ça, ou le pharmacien, ah bon, tiens, on a changé, on a remplacé le lactose par du mannitol, on a mis de l'acide citrique, ah bon, c'est très intéressant. Bon, ça va à la corbeille directe parce que c'est d'une banalité totale. Donc, les patients n'ont pas été informés, on ne le fait jamais. Si on change un excipient, on va pas emmerder les patients pour leur dire qu'il y a un changement sans qu'ils comprennent. Et là, il y a eu un problème, ce qui est complètement inhabituel, dans la mesure où des gens en nombre extrêmement limité, se sont plaints d'avoir des problèmes, des troubles en général. Et quelqu'un a appris qu'il y avait eu un changement de formule. Et quelqu'un s'est dit, oh là là, qu'est-ce qui se passe? On a changé la formule, on ne me l'a pas dit. Donc il y a eu une espèce de montée en mayonnaise extraordinaire en utilisant les réseaux sociaux, bien évidemment. L'association des patients malades de la thyroïde, qui s'était déjà illustrée sans succès d'ailleurs, à l'occasion du problème des cancers de la thyroïde après l'accident de Tchernobyl. Donc ils ont dit, allez, on y va, on part en croisade, c'est incroyable, on nous change le produit sans le dire, et les gens sont malades, ils sont malades, mais très mal, hein, c'est grave, il y en a même qui peut-être qui sont morts à cause du changement de formule, du changement d'excipient.
Bon, alors quand on est un peu pharmacologue, on se dit quand même c'est bizarre qu'on ait tant de problèmes avec ces petits changements, mais et ça est tellement monté en mayonnaise. Alors les gens regardent, la pharmacovigilance regarde, il y a des remontées, et elle regarde et l'analyse. Et en fait, on a vu qu'il y avait des symptômes chez un nombre extrêmement limité de patients, qui étaient en fait des symptômes, semble-t-il, de sous-dosage. Probablement c'est ça qui s'est passé. Il y a eu des patients qui ont été un peu surdosés, légèrement sous-dosés. Et la démarche normale, c'est de rééquilibrer, d'en redonner un petit chouïa de plus, et puis tout va bien et on se rééquilibre. Et malheureusement, c'est pas ce qui s'est passé. Et il y a eu toute cette montée en mayonnaise extraordinaire qui fait que c'est devenu un problème, c'est devenu une crise sanitaire. Ça n'en est pas une. Alors, il y a beaucoup de médicaments pour lesquels on n'est pas à 10% près. Si vous prenez du paracétamol, que vous preniez 1 gramme ou 900 mg, ça ne changera pas la face du monde. C'est pas pareil pour les hormones thyroïdiennes, c'est beaucoup plus fin. Donc, on a eu ce cas. Voilà, donc derrière, des tas d'histoires, des tas d'actions, bien évidemment. Donc, en fait, le lévothyrox n'a pas été une crise sanitaire, il n'y a pas eu de mort, il n'y a pas eu de problème, il n'y a pas eu de truc, il n'y a pas eu de problème de santé réel. Ça a été une crise de communication. Oui, le Thyrox, d'ailleurs, il va disparaître. Donc, on va revenir à la nouvelle formule, de toute façon. Voilà. Oui, l'ancienne formule Euthyrox, elle a été disponible fin 2017. On l'a refabriqué, on l'a remis. Et puis, il va être retiré en septembre prochain. Voilà. Ça a été annoncé par le ministère de la Santé en janvier dernier. Alors, dans les problèmes de scandale sanitaire ou de crise sanitaire liés aux médicaments, il y a les ruptures de stock aussi. Quand un asthmatique a besoin de corticoïdes et qu'il n'y en a plus, il y a une grosse crise sur les corticoïdes depuis 1 ou 2 ans, donc c'est un problème important. Quand on est cancéreux et qu'on n'a plus anticancéreux, par exemple l'Immucyst, c'est un BCG en fait, qu'on donne localement pour les cancers superficiels de la vessie. Il y a une rupture de stock, il n'y a pas beaucoup de fabricants. Bon, et du coup, ces gens-là, ils font quoi? Donc ça, c'est un vrai problème. C'est une crise. Ça peut être un scandale sanitaire de faire qu'il y a des ruptures, de pas être capable d'éviter la rupture de stock. Donc le problème, c'est certainement la concentration de la fabrication des produits dans un nombre très limité d'usines. Des fois, il y a une usine qui va être peut-être en Inde, peut-être en Turquie, peut-être aux États-Unis, peut-être ailleurs ou en Chine. Et si elle a un problème quelconque, elle produit plus. Et donc, il n'y en a plus. Donc, c'est pour toutes les maladies chroniques ou des choses sérieuses, c'est très ennuyeux. Donc ça, c'est une stratégie au niveau mondial qu'il faut voir. Et comme on va se reposer la question des sources de principes actifs et de médicaments en général au niveau de la planète à cause du Covid, est-ce qu'on va manquer de curare, est-ce qu'on va manquer de paracétamol ou je sais pas quoi. Donc je pense qu'on va reprendre un peu toute cette question. Mais c'est vrai que c'est très dangereux d'avoir un seul site de fabrication d'un produit ou deux. Donc ça peut être un scandale sanitaire aussi, de s'être laissé avoir de s'exposer à une rupture de stock. Il y a aussi le prix des médicaments. Quand un prix est exorbitant, il y a eu des exemples invraisemblables aux États-Unis de fous qui mettent un produit de façon non justifiée. Il y a des fois des prix très élevés qui sont totalement justifiés, ça s'explique. Mais il y a eu des fois une augmentation invraisemblable de prix d'un médicament. Ça peut être un vrai scandale. Donc aussi, le prix des médicaments peut faire partie, quand les gens ne peuvent pas se payer des médicaments vitaux, là ça peut faire une crise sanitaire et un scandale. Donc c'est compliqué, et vous voyez que dans le médicament, il y a beaucoup de choses. Comment sont gérées, enfin par quels organismes sont gérées les crises sanitaires en France et à l'international? Alors, c'est très organisé en fait, mais les gens ne le savent pas forcément. C'est organisé au niveau national et au niveau international. Au niveau national, c'est Santé publique France maintenant qui coordonne beaucoup de choses, qui a été créé en 2016. C'est récent, et c'était la fusion de plusieurs structures, notamment l'Institut national de veille sanitaire. C'est un établissement public et qui est très critiqué, bien sûr. De toute façon, toutes les institutions sont extrêmement critiquées pour pas bien faire le boulot. Bon, moi, j'ai pas de jugement là-dessus. Alors, il y a un guide sur comment on gère une crise sanitaire. Il y a des gros bouquins là-dessus, comment on prépare et comment on va gérer aussi les tensions hospitalières. Donc, tout ça, c'est très, très bien prévu.
Alors, quand il y a une crise sanitaire, on va créer, il y a le Chorus qui va intervenir, CO2RU2S. C'est une équipe pluridisciplinaire, un très vaste réseau. C'est le centre opérationnel de régulation et de réponse aux urgences sanitaires et sociales. Ça dépend du ministère chargé de la Santé et qui centralise beaucoup de choses, notamment qui est l'interlocuteur lorsqu'il y a un RSI au niveau national, c'est-à-dire une situation de crise décrétée au niveau de l'OMS. Donc le Chorus est mobilisé et puis va mettre en place tout un ensemble d'actions qui va être décliné par des gens dont c'est le boulot. Il y aura, on va créer un centre de crise sanitaire qui va être l'élément clé du dispositif, hein, qui va piloter toutes les actions possibles, la mise en place de moyens, etc. Et puis, il y aura une cellule interministérielle de crise, une CIC, qui va être décrite aussi et qui va se réunir et coordonner tout ça. Donc tout ça est en fait très, très organisé. On a beaucoup parlé des problèmes de surcharge des établissements hospitaliers. Donc là, il y a le plan ORSAN, ORSAN, qui s'active. ORSAN, ça veut dire Organisation de la réponse du système de santé en situation sanitaire exceptionnelle. C'est un peu comme Orsec, mais c'est Orsan, sang comme santé. Voilà. Donc il va regarder l'accueil l'afflux massif de blessés. C'est pour tout, hein. C'est pas seulement les épidémies, un phénomène climatique, comment on prend les patients, comment on répartit, etc. Et c'est décliné au niveau des établissements de santé qui ont chacune un plan blanc comme la couleur, hein, qui est activé et qui va permettre, avec des procédures très précises, de gérer l'application dans l'établissement de santé de la crise et de l'afflux de patients et des problématiques particulières. Donc il y a Orsan qui fait l'ensemble et les plans blancs localement vont appliquer. Au niveau international, l'OMS a un rôle clé, hein, et on crée donc ce qu'on appelait le RSI, c'est le Règlement sanitaire international. Donc c'est un instrument de droit qui peut être coercitif, théoriquement, juridiquement, sur les pays. Il y a 196 États qui ont signé. Ça a été révisé en 2005, c'est assez récent. Et ça, normalement, ça marche bien. Ça avait été créé en 1951. Et les premières maladies qui ont été concernées, ça a été la peste, le choléra et la fièvre jaune. Donc ça avait été appliqué. Et c'est devenu très organisé et fonctionnel en 2005. Donc quand il y a une petite crise sanitaire dans un pays, qu'il peut y avoir des répercussions dans d'autres pays, tout ça, c'est pris en charge par le RSI, tout est codifié. Hein, donc, et notamment les fonctionnements des ports, des aéroports, tous les contacts, tout ce qui va être mouvement d'un pays à l'autre, en essayant de diminuer le moins possible le trafic, parce que l'activité doit continuer, mais tout en prenant les mesures voulues. Donc tout ça, c'est professionnel, hein, une coopération internationale pour ça. Donc voilà, tout ça est organisé. Après, ça marche bien ou pas, ça j'en sais rien. Hein. Moi, je suis pas spécialiste de ces choses-là. Ce qui est sûr, c'est qu'on pense toujours que ça marche mal. C'est l'opinion générale. Mais il y a des structures, je pense qu'elles fonctionnent pas si mal que ça. Simplement, peut-être qu'elles devraient communiquer mieux, si c'est nécessaire ou pas. Pouvez-vous nous expliquer la différence entre une épidémie, une pandémie et une endémie, par exemple ? Oui, alors bon, on est en pleine pandémie, donc c'est bien d'en parler. Hein. Une épidémie, c'est quoi? C'est la propagation d'une maladie qui va être anormale par rapport à ce qui se passe d'habitude. En général, c'est une maladie qui est infectieuse, d'origine infectieuse et contagieuse, hein, pour se répandre. Il faut qu'il y ait une contagiosité. Il faut que ça concerne un grand nombre de personnes. Une épidémie, souvent, peut se limiter à un endroit, peut se limiter à une région, à un pays, à une zone très définie. Donc c'est une épidémie. Voilà, une épidémie quelque part, à tel endroit, tiens, on a telle épidémie. Très bien. La pandémie, c'est une question de surface, en fait, de l'épidémie. Une pandémie va atteindre un nombre important de régions et de continents, et plusieurs continents. On peut discuter à partir de combien de pays ça devient une pandémie, à partir de combien de continents. Là, bon, il y a des définitions, mais elles sont un peu floues, elles sont pas très intéressantes, mais à un moment donné, on va décider qu'il y a une pandémie, et l'OMS va dire il y a pandémie. Hein, donc il y a des spécialistes qui vont décider ça. Donc les critères sont différents pour chaque pandémie ? Les critères on décide que, parce qu'il y a beaucoup de facteurs qui jouent. Si vous avez beaucoup de pays dans un seul continent, il y a la notion de continent qui est importante aussi. Hein, et après, il y a une question de nombre. Si c'est un peu disséminé, mais qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc tout ça, ça entre en compte. Hein, puis on va dire, tiens, on va déclarer un état de pandémie. Bon, mais il y en a, hein, des pandémies, on n'en manque pas. Voilà. Alors, l'endémie,
L'endémie, c'est que la maladie est installée, en général infectieuse aussi, hein, elle est installée quelque part dans une région ou dans le monde entier d'ailleurs. Il y a des endémies mondiales. La tuberculose, c'est une endémie mondiale, hein, par exemple, et plein d'autres. Et donc, elle est présente et puis de temps en temps, elle va pouvoir faire une épidémie locale. Elle va pouvoir avoir un pic épidémique. Hein, tiens, comme par hasard, pof, il y a une épidémie de cette maladie. Voilà. Alors, une maladie endémique peut toucher beaucoup plus de monde qu'une maladie pandémique, qu'une pandémie. Hein. C'est pas le nombre qui fait la différence, c'est plutôt le territoire. Voilà. Alors, le paludisme, bien sûr, hein, pandémie, l'hépatite A peut être endémique, etc. Et pouvez-vous nous parler des grandes épidémies de l'histoire, par exemple? Bon, alors, l'histoire de la médecine est passionnante, et surtout l'histoire des maladies infectieuses, et surtout au travers des épidémies, des grandes épidémies, alors qui ont donné lieu à des catastrophes quand même invraisemblables. Hein. On n'imagine pas, quand on revoit les chiffres, on n'imagine pas ce qui s'est passé. On se dit, oh là là, c'est terrible, maintenant c'est nouveau. C'est rien, si on a 30 000 morts en France, par rapport à la moitié de la population qui serait liquidée par une épidémie, ça n'a rien à voir. Hein. Donc, faut relativiser tout ça. Donc, et puis c'est toujours des histoires assez extraordinaires. Hein, donc, l'histoire des épidémies. Donc, on aime bien l'histoire. Moi, j'aime bien l'histoire de la médecine, notamment l'histoire des maladies infectieuses. C'est une grande partie de l'histoire de la médecine, c'est l'histoire des maladies infectieuses. Alors, je vais vous en citer. En 430 avant Jésus-Christ, il y a la fameuse peste d'Athènes qui a été racontée par l'historien Thucydide. Donc ça, elle a fait des dizaines de milliers de morts hein, quand même. Périclès est mort d'ailleurs dans cette épidémie. Un tiers de la population d'Athènes est morte. Hein. Voilà. Alors on ne sait pas ce qui s'est passé. Hein. C'était peut-être un typhus, mais on ne sait pas. On ne savait pas qu'il y avait des germes. On ne savait pas que et c'était pas. Il n'y avait pas des signes cliniques évidents comme avec une variole, une rougeole ou je ne sais ou un choléra où là on voit. Il n'y a pas de signes évidents, faciles. Et souvent, ce qui est décrit par les historiens n'est pas assez typique. Il y a eu, alors ensuite, j'ai regardé mes notes, il y a eu entre 166 et 189, il y a eu la peste antonine. Alors souvent c'était le nom des empereurs, hein, à la fin de la dynastie antonine. Bon, près de 10 millions de morts entre 166 et 189. 10 millions de morts. La peste antonine. Et à une époque où la population mondiale, elle n'était pas très importante. Donc c'était invraisemblable. Hein. Alors, c'était peut-être une épidémie de variole, d'après ce qu'on voit dans l'histoire, peut-être une histoire proche. Il y a eu la peste de Justinien, 25 millions de morts, surtout autour du bassin méditerranéen. On se dit, mais il ne devait pas rester grand monde. Il y avait une espèce de régulation de la démographie qui était invraisemblable. Hein. Ça a été, en fait, c'était une peste bubonique, hein, d'après les descriptions, et ça a été la première occurrence connue de la peste bubonique. La peste noire hein, du XIVe siècle, c'était une peste bubonique. Parce qu'il y a la peste pulmonaire aussi. Hein, il y a deux. Donc, voilà, la peste de Justinien, ça a fait mal. Hein. La peste noire, la peste bubonique, donc au XIVe siècle, qui a commencé vers 1340 près de la mer Noire. Après, elle s'est étendue en Europe, en Asie. Il y a eu 75 millions de morts. La peste noire. Il y a des gens qui ont dit, c'est très difficile d'avoir des chiffres. Hein. Maintenant, on déclare, et encore, si on peut, on met ou pas les EHPAD, les gens morts en ville, etc. On ne sait pas trop. Mais alors à l'époque, compter les morts, c'était difficile. Il y a des gens qui disent qu'il y a eu 200 millions de morts avec la peste noire. Ça a été à peu près, presque la moitié de la population européenne est morte de la peste noire, peste bubonique, de 1347 à 1352. Ah, on rigole pas, hein. Ce qui fait que le Covid-19, là-dedans, c'est important, mais bon... Après, il y a eu encore un peu de peste bubonique, il y a eu la grande peste de Londres dans l'hiver 1664-1665. Là, il y a eu à peu près 20% de la population de Londres qui est morte. Et alors, il y a eu juste après, il y a eu le grand incendie de Londres, et du coup, ça a aidé à désinfecter, semble-t-il, et à arrêter l'épidémie. Bon. Après ça, il y a la lèpre, hein, avec les croisades notamment, qui ont répandu la lèpre. Ça, c'était à partir de l'an 800, en gros, hein, les grandes épidémies de lèpre. On n'en parle plus de la lèpre. On a un traitement antibiotique, médicamenteux. C'est une bactérie, hein, la lèpre.
proche de celle de la tuberculose, un mycobacterium, eh bien, bon, on n'en parle plus trop, mais ça a été quand même, ça a été terrible, la lèpre, en Europe, chez nous. Le choléra. Donc ça a été la plus dévastatrice des grandes pandémies. Ça a été la 3e pandémie de choléra, il y en a eu plusieurs. Donc ça a été entre 1852 et 1860. On ne savait pas qu'il y avait des microbes à l'époque, c'était avant Pasteur. Donc c'est parti du Yunnan, une province du sud de la Chine. Voilà, la première c'était en 1817, partie du Bengale. Bon, la moitié des malades mouraient du choléra sans traitement. Bon, il faut réhydrater surtout, mais il y a aussi des antibiotiques. Donc le choléra n'est plus un problème chez nous. Par contre, j'ai visité des hôpitaux de choléra au Bangladesh. Je veux dire que c'est impressionnant. Donc tout ça, ça venait en général du bassin du Gange. Parce que le Gange, c'est quand même, à Calcutta notamment, c'est un boulot de culture invraisemblable. Et les grandes épidémies de choléra, elles partent toutes du bassin du Gange. Donc là, il y a eu des grandes épidémies. La 3e pandémie dont on parlait, donc au 19e siècle, elle a fait 1 million de morts en Chine, 10 millions de morts dans toute l'Inde, plus d'1 million de morts en Russie, et le reste de l'Europe aussi après. Donc il y a eu 5 pandémies de choléra au 19e siècle. Actuellement, plusieurs millions de personnes attrapent le choléra chaque année, d'après l'OMS. Alors après, on se rapproche, là je suis dans l'ordre chronologique, il y a eu la grippe espagnole, on va reparler spécialement des épidémies de grippe. Il y a eu après quand même une épidémie de variole en Inde, alors qu'elle était quasiment éradiquée. Il y a une épidémie quand même, il y a 100 000 personnes, il y a eu 20 000 morts en Inde de variole dans les années 70. C'était juste à la fin, ils n'ont pas eu de chance, elle était presque éradiquée. Voilà. Et après, elle a été éradiquée en 1977, grâce au vaccin, contrairement à ce que disent certains. Et bien sûr, toutes les campagnes de vaccination, et bien sûr l'isolement des malades et tout ça. Après, il y a eu le VIH, grande épidémie quand même. Ça a quand même tué à peu près, ça a fait plus de 36 millions de morts sur la planète, le VIH jusqu'à maintenant. Ça reste un grand problème de santé publique. Et la tuberculose aussi, c'est une des 10 premières causes de mortalité dans le monde. En 2015, 1,8 million de personnes sont mortes de la tuberculose. Et elle devient résistante. Le bacille tuberculeux est devenu, c'est pas nouveau, résistant à des tas de médicaments, multirésistante. Il y a eu en 2015, 480 000 personnes ont développé une tuberculose multirésistante. Vous voyez les ordres de grandeur. Ça, c'est pour avoir des chiffres en tête qui permettent de mieux situer notre crise actuelle. Alors, si on parle, je voudrais parler un peu à part des épidémies de grippe, parce que notre histoire de Covid-19 rappelle beaucoup les épidémies de grippe. D'ailleurs, en janvier, les gens ont parlé de grippette, etc. On s'est référé à la grippe en termes de pandémie virale, donnant des troubles respiratoires et de la fièvre quand même, donc ça ressemble. Et puis récente, donc on s'en souvient. Alors, il y a eu en fait la première pandémie qu'on connaisse, c'était la grippe russe. Les gens qui connaissent pas la grippe russe, c'était en 1889-1890. Bon, après, il y a eu surtout la grippe espagnole. La grippe espagnole, donc c'était le grippe A, H1N1, juste après la Première Guerre mondiale. Là, il y a eu 20 à 40 millions de morts. Donc plus de morts que la Première Guerre, que la guerre elle-même. Il y a des gens qui disent qu'il y a eu 100 millions de morts avec la grippe espagnole. Donc ça, c'est assez récent. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens encore, les centenaires, qui ont vécu ça. Enfin, ils étaient tout petits quand même à l'époque. Ils doivent avoir beaucoup de souvenirs. Donc la grippe asiatique, ça a quand même... la grippe espagnole, pardon, ça a quand même décoiffé. Donc... la grippe asiatique, après, il y a eu, ça a été en 56-58. Là, on se rapproche. Là, il y a des gens quand même qui en ont le souvenir. La grippe asiatique, c'était quand même, on en a beaucoup parlé. C'était aussi, c'était plus H1N1, là, c'était H2N2. Toujours grippe A, H2N2. Donc, en 57, il y aura eu 1 à 4 millions de morts. On ne sait pas exactement. Il y a eu, mettons, 2 millions de morts. Voilà, ça, c'est la grippe asiatique. Alors, elle a circulé après. Et ça, c'est intéressant quand on parle de notre SARS-CoV-2. Les virus, ils peuvent continuer à circuler quand l'épidémie est passée. Donc, c'est un gros débat parce qu'on n'en sait rien. On ne sait pas ce qui va se passer. Les gens donnent des avis, des fois péremptoires, alors qu'ils n'en savent rien. On ne sait pas ce qui va se passer. Si on prend... Mais par exemple, le SARS-CoV-1, responsable du SRAS, n'a plus fait entendre parler de lui. Ouais. Par contre, l'autre, le MERS-CoV, lui, il circule toujours.
au Proche-Orient, au Moyen-Orient. Donc, on ne sait pas. Même dans il y a quand même des virus qui disparaissent. Bien sûr, il y en a qui disparaissent. Alors, en fait, non. On pense qu'ils disparaissent jamais complètement, simplement on les voit plus, on les entend plus parler. Pour qu'ils disparaissent, c'est ce qu'on appelle une éradication. Hein. Le virus n'existe plus. Aujourd'hui, à part la variole, et ça a pas été naturel, l'éradication de la variole, ça a été l'action humaine qui l'a permise. La polio aussi, hein, on a failli l'éradiquer quand même, la polio. Là, on redémarre en se disant quand même, c'est idiot, on peut l'éradiquer de la planète, et si on l'éradique, il n'y en a plus. C'est quand même des cas particuliers. Mais on ne sait jamais s'il reste pas endémique, le virus, quelque part, d'une façon complètement sournoise et latente, pour se réveiller plus tard. Hein. On peut avoir un H1N1 qui, on le voit plus, et puis après il revient. Donc tant qu'on ne sait pas, faut toujours être très modeste et très méfiant par rapport à ces affirmations. Ah, il n'existe plus, il n'existe plus. Non, il revient. Hein, et puis pour revenir, parce qu'il reste des endroits dans le monde où il est là, la rougeole, hein, elle avait disparu des Amériques, du Nord et du Sud, il n'y en avait plus. Hop, c'est revenu. On a relâché la vaccination et hop, grosse épidémie de rougeole sur la côte ouest des États-Unis, etc. Donc dire qu'il n'y en a plus, c'est toujours difficile à affirmer. Bon, il faut que ça soit visible. La variole, ça se voit. On voit bien qu'il n'y a pas de cas de variole. Au bout d'un certain nombre d'années, au bout de 10 ans à pas avoir un cas de variole, on doit se dire, tiens, on va peut-être dire qu'elle est éradiquée. Mais si ça ne se voit pas, comme la variole qui est purement humaine et qui est parlante, peut-être qu'il y a des gens asymptomatiques ou avec des symptômes mineurs. Voilà. Alors, donc la grippe asiatique, on disait, oui, donc c'est un virus H2N2, hein, H2N2, qui a circulé pendant 11 ans. Hein, et après, il a disparu au profit d'un H3N2 qui l'a remplacé. C'est un autre variant qui devait avoir des avantages compétitifs par rapport au H2N2, qui a remplacé, donc le H3N2 a remplacé le H2N2. Parce que ce qui se passe, des fois, il y a une compétition. On voit bien, là, pour le SARS-CoV-2, on a probablement le SARS-CoV-2, pardon. On a probablement, je mélangeais dedans, on a probablement un variant actuellement qui est sur la planète qui n'est pas exactement le virus de départ. Alors c'est compliqué, on ne sait pas trop. On pense qu'il y a eu 2 variations en plus du précédent. Bon, actuellement, c'en est un qui n'est pas celui d'origine de Chine, mais très proche. Hein. Voilà. Après, c'est des querelles d'experts. Je crois que avec le recul, on saura mieux. Donc il a remplacé le premier, ce variant. Donc, il y a une compétition entre eux. Donc, le H3N2 a remplacé le H2N2, et ça nous a donné droit à la grippe de Hong Kong, qui est un H3N2, c'était entre l'été 68 et le printemps 70. Là, il y a eu 1 million de morts sur la planète, et je crois à peu près 38 000 morts en France, de la grippe de Hong Kong. C'était en 68. Alors, c'est vrai qu'en 68, on avait d'autres sujets de conversation. Et la grippe de Hong Kong, elle est passée un peu à la trappe dans le souvenir des gens. C'était quand même il n'y a pas si longtemps que ça. Enfin, beaucoup de gens s'en souviennent. Et on n'a pas tiré les leçons de la grippe de Hong Kong. C'est extraordinaire. Et puis il y a eu un deuxième pic. Donc tout ça fait que même si c'est pas le même virus, même si à chaque fois c'est différent, malgré tout, en termes de préparation, en termes d'organisation. Alors, il y a eu des choses qui ont été mises en place. Attention, il y a des systèmes de veille et des systèmes de fonctionnement des États qui ont été mis en place à la suite de ces pandémies et qui ont fonctionné cette fois-ci. Mais ça, les gens ne le savent pas parce que ça se passe dans des comités ou des choses qui sont mises en place et dont on parlera un peu si on a le temps. Donc, voilà. Après, il y a eu la H1N1. Hein, là, c'est en 2009. C'est beaucoup plus récent. C'était il y a 10 ans. Alors, la grippe H1N1, qui a été reconnue pandémique par l'OMS, on l'attendait, c'est l'époque de Roselyne Bachelot, donc on l'attendait de pied ferme. Hein. On allait avoir la grande pandémie H1N1 qui allait ratiboiser une grande partie de la population mondiale. Donc on s'est beaucoup préparé, puis ça a fait pchit. Et on n'a pas eu de grands problèmes en fait en France, mais ça, comment le savoir? Alors du coup, pour bien faire, on a préparé combien? 92 millions de vaccins, on avait 1,7 milliard de masques, je crois, plus ou moins en stock, on s'était préparé. Et c'était bien, donc on avait tiré la leçon des trucs précédents. Mais ça, du coup, il y a eu une épidémie très modérée, et du coup, il y a eu un gros scandale.
comment ça se fait, on a dilapidé l'argent de l'État, tous ces vaccins pour rien, c'est incroyable, et puis tous ces masques qui servent à rien, quelle idée de faire des stocks pareils, donc on les a détruits, et sous le gouvernement Hollande, on a passé son temps à brûler des masques, et on a donc dit que c'était une connerie, et qu'il fallait pas faire ça, voilà. Donc comment faire quand on est ministre de la Santé ou responsable du gouvernement quand il y a une alerte et on nous dit tiens, il y a un virus qui va venir. Est-ce qu'on va être maximaliste, minimaliste? Dans tous les cas, on aura tort. Donc ça, c'est la grande règle générale. De toute façon, on va pas bien faire. On fera jamais pile poil comme il faut. Si on en fait trop, on en prend plein la gueule. Et si on n'en fait pas assez, alors là, c'est bien pire. Donc ça, c'est intéressant à ce titre-là, cette grippe H1N1 de 2009, cette pandémie, qui a été beaucoup. Il y a eu 342 décès en France de la grippe H1N1, c'est ridicule, 342 décès. Voilà, et on a vacciné à tour de bras. Hein. Voilà, d'ailleurs, moi, je faisais partie des médecins vaccinateurs volontaires parce qu'il fallait des gens pour vacciner à tour de bras avec les vaccins de Bachelot. Voilà, donc c'était très, très intéressant. Voilà. Je voulais juste dire un dernier mot sur la grippe. Faut pas oublier qu'il y a la grippe saisonnière quand même, qu'on a tous les hivers, au-delà des pandémies. Cette grippe saisonnière qui arrive, elle peut être ça peut être du AH3N2, ça peut être du AH1N1, ça peut être du groupe B, etc. Elle tue sur la planète quand même 300 à 650 000, on ne sait pas trop. Non, enfin, ça dépend des années. 300 à 650 000 personnes sur la planète, tous les ans, la grippe. Le SARS-CoV-2, il n'a pas encore tué ça. Ça fait autant de morts. Hein. Ça ne saurait tarder. Bah oui, on y arrive, mais on ne sait pas jusqu'où on va s'arrêter. Donc on ne sait pas. Hein. On peut faire le malin, mais on peut extrapoler des courbes. Non, parce que on pourrait, si on laissait la maladie naturelle se développer, on pourrait modéliser, on pourrait voir qu'il y a des modélisations qui sont très bonnes, mais on agit dessus, on confine, on déconfine, on fait des choses. Donc comment savoir on empêche les choses de se passer. Donc forcément, elles se passent différemment, si on est un peu efficace. Oui, alors, les nouveaux virus. Oui, est-ce que c'est suspicieux d'avoir à l'heure actuelle un nouveau virus qui circule? Est-ce qu'il y a d'autres exemples de virus émergents? On est quand même au sans-coup avec cette histoire de pandémie. Alors les pandémies virales, on voit qu'il y en a eu, et il n'y a pas si longtemps, qui étaient bien pires. Bon, donc on ne peut pas être étonné quand même, c'est pas possible d'être étonné. Alors je ne parle pas des pandémies liées à des bactéries, hein. Là il y en a eu, ça a été bien pire que les virus. Et puis c'est un nouveau virus. Ah, comment ça se fait un nouveau virus? C'est l'époque moderne, c'est l'homme, et la nature se venge en envoyant des nouveaux virus, etc. Donc on tombe dans des théories incroyables liées au fait qu'il y a un nouveau virus, qui est dans une famille, qui est un variant. Le problème, c'est que des nouveaux virus, on en a plein tout le temps, et que les gens l'oublient. C'est extrêmement banal d'avoir des nouveaux virus. Évidemment, on ne le sait que depuis qu'on connaît qu'il y a des virus, qu'on sait qu'ils existent, et qu'on sait les isoler. Sinon, et assez rapidement. Là, on a fait les choses tellement vite pour voir qu'il y avait un phénomène nouveau. Alors, on ne sait pas trop quand est le patient zéro, puisque on ne sait plus si c'est en janvier, c'était en décembre, ou en novembre, ou en octobre 2019, on ne sait pas. On verra. Mais quand même, c'est extrêmement court entre le moment où on s'est pris conscience du truc, le moment où on a isolé un virus, le moment où on a séquencé complètement son génome, et le moment où on a pu faire des tests de RT-PCR de diagnostic rapide de présence du virus dans le nasopharynx, on a quand même été dans des délais extraordinaires. Ça, on ne savait pas faire, on ne savait pas qu'il y avait des virus. Donc, avant les premières épidémies de virus virales, on ne sait pas, puisqu'on ne faisait pas. On ne faisait pas les trucs. Et non seulement on ne savait pas qu'il y avait des virus, en plus on ne savait pas les diagnostiquer, mais en plus, pour des virus alors il y avait des virus à tropisme cutané. Bon, là on voit la rougeole, la varicelle, la variole, on voit que le patient est malade. Il y a les virus digestifs, là on voit. Les trucs pulmonaires, c'est compliqué, bon les gens ont de la fièvre, etc. Et comme les gens qui meurent sont des gens plutôt âgés, avec ces virus respiratoires, du coup, comme à une époque, dans le temps, où la moyenne d'espérance de vie moyenne était de 35 ans, les gens, ils n'avaient pas le temps de mourir, quoi. Ils étaient morts bien avant. Donc on n'avait pas, les problématiques n'étaient pas la même. Donc quand on dit aujourd'hui, il y a des nouveaux virus, c'est nouveau, c'est la vie moderne, qui fait tout ça, peut-être. Mais qu'est-ce qui permet de le dire? On n'en sait rien. On a eu quand même, depuis 40 ans, donc récemment, avant on ne savait pas, on a eu le VIH,
On a eu le virus de la dengue. Je vais vous citer les gros, hein, dont on a parlé dans la presse. Le virus, le West Nile, je ne sais pas si les gens le connaissent, mais en tout cas c'est bien connu quand même. On a eu le SRAS, hein, on a eu, c'était en 2003, on a eu le virus Zika, vous en avez entendu parler, pas possible, hein, proposant des problèmes chez la femme enceinte, tout ça. On a eu le chikungunya, c'est un virus, c'est un arbovirus, hein, c'est pas rien. On a eu le virus Ebola, qui tuait quand même 40% des gens infectés. Le SRAS, c'était 9%. Donc là, on n'y est pas, nous, hein, avec le SARS-CoV-2. On a eu le MERS-CoV, hein, bien sûr, en Arabie Saoudite, avec les dromadaires. On a eu le Lyssavirus, il y en a plein avec des noms, mais je vous dirai pas, mais ça a été assez local. On a eu le virus de l'encéphalite japonaise, qui fait les gens se sont trouvés à se vacciner contre l'encéphalite japonaise pour aller en Extrême-Orient. Qu'est-ce que c'est que ça? On a eu la fièvre de la vallée du Rift, on a eu la fièvre hémorragique à virus Marburg, on a eu une grippe aviaire. Ah oui, j'ai pas parlé des grippes aviaires, la H5N1, hein, des grippes aviaires ou porcines, ça on connaît, mais en général, elles sont pas transmissibles à l'homme. Et il y en a une qui est devenue transmissible à l'homme, la H5N1. Voilà, il y a eu les hantavirus, et puis il y a eu la fièvre de Lassa, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, la fièvre de Lassa, un arénavirus, et qui tue beaucoup encore. Donc, des nouveaux virus, on connaît. Hein, il y en a plein d'autres. Hein. Donc, on en a eu peut-être 30 ou 40 en 40 ans. Hein. Donc, en avoir un, c'est pas un scoop, quand même. Par contre, qu'il soit pandémique, ça arrive, hein. Mais souvent, ils ne sont pas pandémiques, parce qu'il faut qu'ils soient très contagieux. Mais la particularité, c'est qu'on a à la fois un nouveau virus et contagieux, et surtout qu'on en fait toute une affaire. C'est ça aussi, c'est ça qui est nouveau. Parce que pour la grippe asiatique ou la grippe de Hong Kong, on n'en a pas fait toute une affaire, alors que c'était beaucoup plus grave, apparemment. Oui, c'est vrai. Et est-ce que l'animal est toujours un intermédiaire dans ces pandémies virales? Alors oui, oui, tout à fait. En général, ce sont des animaux sauvages. Ça peut être des animaux d'élevage. Souvent, quand on a un élevage concentrationnaire, hein, on voit bien la grippe aviaire, tout ça, qui a été transmise à l'homme, c'est des élevages concentrationnaires qui peuvent... Mais c'est pas courant. C'est surtout des animaux sauvages. Là, il y a de tout. Ça peut être les grands singes. On a bien vu avec le VIH et d'autres. Ça peut être... alors, la chauve-souris, on la retrouve beaucoup. Hein. Bon... Alors c'est vrai qu'il y a une concentration hein, dans les grottes où elles habitent, dans leur habitat, il y a une concentration très forte des chauves-souris, mais elles-mêmes, elles peuvent être un réservoir ou un autre intermédiaire. La question est de savoir, parce que des fois il y a plusieurs animaux, il y a le pangolin et la chauve-souris. La chauve-souris serait le réservoir, le pangolin serait un autre intermédiaire qui a contaminé, mais c'est pas très clair tout ça. Donc il y a énormément de travail à faire pour mieux comprendre ce qui se passe au niveau des virus et des animaux. Ça peut être des mammifères de toutes sortes, ça peut être des zèbres, ça peut être tout a été décrit, ça peut être des serpents, ça peut être des oiseaux, donc on l'a dit, oui, ça peut être beaucoup de sortes d'animaux sauvages. On a vu la civette, enfin tout ce qui a été cité, quoi. Donc c'est comme ça, il y a des virus sauvages, il y a des virus chez les animaux sauvages. La nature n'est pas stérile, n'est pas exemple de virus, de bactéries et de maladies, au contraire, il y en a plein. Et ce sont des réservoirs de trucs qui sont embêtants pour nous. En général, ces pathogènes restent chez l'animal et ne sont pas transmissibles à l'homme, parce qu'ils ne sont pas adaptés à l'homme. Donc il n'y a pas de pathologie, on n'en parle pas. Trop, ils sont porteurs. Normalement, les chauves-souris, on ne s'intéresse pas trop à ce qui se passe chez les chauves-souris sur le plan... sauf s'ils sont dans un jardin zoologique, auquel cas on va s'occuper d'elles. Donc, et puis de temps en temps, il y a une mutation, il y a une adaptation, il y a un changement du virus qui va devenir pathogène pour l'homme. Donc des hommes vont être contaminés parce qu'ils auront eu un peu trop de proximité avec ces animaux, soit en les mangeant, soit parce qu'ils les mangent, soit parce qu'ils les chassent, soit parce qu'ils aiment bien leur faire des câlins. C'est pour ça qu'un infectiologue est toujours contre les familiarités avec les animaux, que ce soit des animaux sauvages ou des animaux domestiques qui transmettent plein de trucs. Mais ça, les gens, ils veulent pas entendre ça. Parce qu'il y a d'autres choses qui sont d'ordre affectif, qui sont plus importants qu'une maladie hypothétique. Et si maintenant on revient plus précisément à la pandémie actuelle et le Covid-19, vous avez dit que le H1N1, on attendait cette pandémie
qui n'est pas arrivée en 2009. Elle est arrivée, mais très, très faiblement. On s'attendait oui, à ce que ce soit beaucoup plus important que ça. Et là, pour le SARS-CoV-2, c'est tout à fait le contraire. C'est-à-dire qu'on attendait une grippette, on a cru que c'était une grippette, et là, on n'a pas su appréhender ce qui attendait. Donc, comment vous l'expliquez? Est-ce que c'est quelque chose avec le virus lui-même? Est-ce que c'est un manque de connaissances D'abord, il faut faire attention à ce qu'on dit quand même. Les gens parlent trop sans savoir. Surtout, ils parlent de l'avenir. Mi-janvier, savoir ce qui se passerait, c'était quand même un peu présomptueux. C'est vrai que mi-janvier, dire que ça pourrait être une grippette, c'était bien. Par contre, l'affirmer, c'était pas bien. Raoult a dit c'est une grippette, mi-janvier. Il s'est trompé. On ne sait pas. Par contre, quand on a su qu'il y avait quelques cas à Wuhan, puis qu'il y en avait de plus en plus, bon, on s'est dit, bon, c'est là-bas, nous on est plus malins, s'il y a des cas, on va s'arranger, on va les isoler, tout ça, et puis ça viendra pas chez nous, ou presque pas. C'était pas idiot de penser ça. Simplement, on savait pas que les gens étaient contagieux sans que ça se voit. Ils étaient asymptomatiques, des fois, et contagieux, ou des fois, ils avaient des syndromes extrêmement modérés, et en étant contagieux. Donc, du coup, ça n'a pas été le même cas que le SRAS ou que le virus Ebola, etc., où là, quand les gens étaient malades, ça se voyait, et puis ils mouraient vite, ça allait très vite. Donc du coup, là, cette lenteur, et puis cette période de transmission alors qu'on n'a pas de symptômes, ça a été très trompeur. Et du coup, les gens se sont déplacés avec le virus, et puis il y en a eu partout. Donc ce côté insidieux de la pathologie et le calendrier de son développement chez l'homme, il y a la contamination, après il y a l'incubation, après les premiers symptômes, ce qu'on appelle la phase d'invasion, après il y a ce qu'on appelle la phase d'état, ça c'est tout classique, une maladie infectieuse, puis après il y a la guérison, ou la mort, ou guérison avec séquelles ou sans séquelles. Voilà, donc ça c'est les grandes étapes. Et plus ça met du temps pour arriver à la phase d'invasion, où on va avoir des symptômes, on va pouvoir y penser, plus les gens étant contaminés, étant en phase d'incubation, ça va être trompeur et ils vont mettre du virus partout. D'ailleurs, quand on regarde la carte de la densité des trafics aériens, elle correspond étonnamment à la carte du développement du Covid-19 actuellement. Alors on a dit, ah oui, mais alors comment ça se fait? En Afrique, il n'y en a pas beaucoup, etc. Oui, alors il y a peut-être des raisons autres qui font que il y en a moins dans certaines régions. Alors on va trouver des tas de raisons. Les Noirs sont moins sensibles. C'est pas vrai. On va parler du climat aussi. Le climat, c'est pays chaud, donc là-bas, le chaud, donc on va se mettre au chaud, on va se mettre des bouillottes, et puis non mais on a tout vu là-dessus. On va boire de l'eau chaude, etc., des tisanes. Donc on a tout vu. Alors, cette histoire de chaleur, il faut quand même être à plus de 60 degrés pour que le virus soit pas bien. Et on peut présenter des cartes. On peut présenter des cartes de température, on peut présenter des cartes ethniques, on peut présenter des cartes d'industrialisation, etc. Et puis dire, tiens, ça colle. Mais ça colle avec d'autres aussi. C'est des facteurs confondants, ce qu'on appelle les facteurs confondants. Et ça, c'est un biais cognitif classique. Et moi, je crois beaucoup à la carte de la densité du trafic aérien, on trouve ça partout. Et je trouve que ça va très bien avec la répartition du Covid. Et c'est quand même, le bon sens n'est pas choqué. On comprend bien que plus ça va vite, plus les gens circulent, plus ils vont vite implanter des cas. Les cas en Afrique, pourquoi il y en a moins en Afrique? Il y en a quand même, en Afrique noire, en Afrique subsaharienne ou en Afrique du Nord. Il y a des cas, simplement, ils ont démarré beaucoup plus tard que nous. Et quand on regarde leur courbe d'évolution, ils sont en phase ascendante. Le pic, il n'est pas là encore. Et puis, ils ont pris des mesures aussi. Ils ont pris souvent des mesures de confinement beaucoup plus importantes que ce qu'on pouvait imaginer. Et ça m'a un peu bien marché. C'était quoi votre question? Pourquoi lui est devenu pandémique, ce virus? Alors, qu'est-ce que c'est que... je peux peut-être vous dire ce que c'est que ce virus quand même? Voilà. Alors, c'est un bêta-coronavirus. Il y a plusieurs sortes de coronavirus. Il y en a 4, grands genres. Donc, lui, c'est le bêta. Et c'est le seul, c'est uniquement dans cette famille qu'il y a des virus pathogènes pour l'homme. Alors, il y en a plusieurs qui donnent des problèmes chez l'homme, avec lesquels on cohabite, mais on s'en fiche un peu. C'est les rhinites hivernales, des fois. Dans les rhumes d'hiver, il y a des rhinovirus, il y a des coronavirus, il y a tout un ensemble de virus variés. On les cherche pas, on les diagnostique pas, c'est pas grave. On vaccine pas, on n'en fait pas une affaire. Mais il y a déjà des coronavirus
pour l'homme déjà très banales, avec lesquelles on cohabite. Et puis il y a eu, d'autres variétés. Il y a eu le SARS-CoV, hein, donc, qui a été le SRAS, et il y a eu le MERS-CoV. Et maintenant, il y a celui-là. Donc, on est dans cette famille-là de coronavirus, famille qui va probablement prendre de plus en plus d'importance, on imagine, et qui, peut-être plus que la grippe, qui nous casse les pieds. Donc, c'est un virus à ARN, parce qu'il y a des virus à ADN et des virus à ARN, et avec une enveloppe. Hein. Vous savez qu'un virus, c'est un être extrêmement simple. On peut débattre sur le fait que c'est un être vivant ou pas. Tout dépend de la définition qu'on donne à l'être vivant. Alors les gens, les experts s'étripent là-dessus. Ah non, c'est vivant parce qu'il y a ça, voilà. Puis les autres, mais non, c'est pas vivant, il n'est pas autonome, il peut rien faire tout seul, donc il faut qu'il aille dans une cellule. Et... Bon, c'est un bout de génome, hein, d'ARN ou d'ADN, qui a des protéines autour de lui. Ça peut être il peut y avoir une enveloppe. Il peut y avoir une enveloppe, il peut y avoir une capside aussi. Voilà. Et cet être extrêmement simple, va être dépendant d'une cellule. Il faut qu'il puisse entrer dans une cellule. Il ne peut rien en dehors des cellules. Enfin, il ne vit pas longtemps. Si tant est qu'il vit, parce que s'il n'est pas vivant, il ne va pas vivre. Et ça peut être amusant. Et puis après, il va intégrer son génome dans la cellule et il va faire à la cellule ce qui l'intéresse. Et notamment se multiplier. Donc il va y avoir une réplication virale très importante, des copies du virus qui vont faire des nouveaux virions. Le virion, c'est l'ensemble du virus complet, qui vont se retrouver libérés par la cellule. Il y en a peut-être 50 ou 100, alors qu'il y en avait un au départ. Et puis ça va aller partout dans l'organisme, et voilà, et ça va se diffuser dans l'organisme et créer des dégâts, souvent. Donc ça, c'est le virus. Donc lui, ARN, et enveloppé. Alors c'est intéressant de savoir qu'il y a une enveloppe, par exemple. Si on a des traitements qui agissent sur l'enveloppe, qui détruisent l'enveloppe, ça va avoir un effet antiviral. S'il n'y a pas d'enveloppe, c'est comme les bactéries qui ont une paroi ou qui n'en ont pas. Hein. On sait que des détergents, par exemple le savon, si vous lavez les mains avec de l'eau savonneuse, vous allez détruire le virus parce que le détergent va bousiller l'enveloppe. Donc c'est bien, donc c'est simple. Et il faut éviter de l'avaler. De l'avaler ? Le détergent. Le détergent, oui, vous pouvez manger du savon ou avaler de l'eau de Javel, comme ça a été préconisé par des gens connus. Si vous voulez, oui, vous faites ce que vous voulez. Après, vous allez au centre antipoison, vous faire un lavage gastrique. Voilà, donc c'est ça ce virus en gros, hein, pour faire simple. Hein. Alors c'est un virus. Alors on a beaucoup parlé de la taille du virus par rapport au masque. Est-ce qu'il passe par les trous? Voilà. Alors en fait c'est un virus assez gros. Hein. Il est plus gros que les virus habituels. Hein. Enfin toute la famille des coronavirus. Hein. Il fait à peu près 30 000 nucléotides, c'est les petits maillons de base de l'ARN, alors que d'habitude, dans les virus ARN, c'est plutôt 10 à 12 000. Donc en termes de taille en nanomètres, il est plus gros que les autres. Ils sont plus gros que les autres. Voilà. Donc, alors on va dire, oui, du coup, ça passera moins. Oui, mais enfin bon, c'est quand même tout petit. Voilà. Et puis c'est intéressant aussi pour les vaccins, parce que du coup, ils ont beaucoup moins de variants et de mutants. Donc c'est embêtant quand il y a trop de mutants, parce qu'à chaque fois, il faut réadapter le vaccin. On le sait avec la grippe. Là, du coup, il est relativement stable au niveau génétique, donc ça peut être intéressant au niveau des vaccins. Oui, parce que, par exemple, pour la grippe, on est obligé de se faire vacciner tous les ans. Est-ce que c'est parce que le virus est oui, il a des variants, soit des grands variants, ce qu'on appelle des grandes cassures, soit des petites variations. Donc c'est compliqué, avec, on dit HN. H, c'est des protéines qui sont sur l'enveloppe. H, c'est une protéine qui est une hémagglutinine, et N, c'est une neuraminidase. Et c'est important parce que ça permet, en identifiant, on arrive à catégoriser les différents virus de la grippe. Donc, ça varie. Bon, le VIH, il varie beaucoup, donc c'est très embêtant, du coup, pour les vaccins. C'est pas la seule difficulté. Voilà, donc on est content que les coronavirus ne varient pas trop. Ça veut pas dire qu'ils varient pas un peu quand même. Hein. Alors, sinon, vous voulez que je vous parle de la maladie ? Oui, de la maladie, et ensuite de ses futurs potentiels traitements. Oui, voilà. Voilà une bonne question.
La maladie, elle est particulière. Alors, on la découvre, hein, on est au début, donc il faut attendre un peu quand même. On l'étudie beaucoup, il y a beaucoup de publications sur les formes cliniques. C'est une infection virale à tropisme respiratoire. Vous savez que les virus, ils peuvent avoir ce qu'on appelle des tropismes. Ils peuvent aimer plus tel ou tel organe. Vous en avez à tropisme cutané, la varicelle, la rougeole, la variole, tout ça. Vous en avez qui sont à tropisme digestif. Toutes les entérovirus, les gastro-entérites virales, le rotavirus, tout ça. Vous en avez qui sont à tropisme ganglionnaire. Là, vous aurez plein de ganglions partout. Par exemple, dans la mononucléose infectieuse ou d'autres. Vous pouvez avoir un tropisme hépatique. Les hépatites, par exemple. Vous avez un tropisme cardiaque. Vous pouvez avoir des pathologies myocardiques ou vasculaires. Vous pouvez avoir des tropismes neurologiques. Vous pouvez avoir des encéphalites, des méningites, etc., ou des neuropathies périphériques. Donc voilà, les virus sont un peu spécialisés, mais ils peuvent avoir plusieurs, même s'ils ont un tropisme dominant, ils peuvent atteindre d'autres organes quand même. C'est pour ça qu'il n'est pas surprenant qu'avec le SARS-CoV-2, on ait certes une atteinte respiratoire, un désordre général de l'organisme avec la fièvre et un malaise général et tout ça, mais on a également, semble-t-il, on découvre, semble-t-il, des atteintes rénales. On peut avoir peut-être des atteintes cardiovasculaires. On peut avoir des atteintes cutanées aussi, qui ont été décrites. Des atteintes neurologiques. Quand on parle on ne connaît pas trop encore, mais quand on parle de l'agueusie et de l'anosmie. L'agueusie, c'est la perte du goût. L'anosmie, la perte de l'odorat. C'est lié au nerf olfactif et au nerf optique, probablement. Donc c'est des choses neurologiques qui seraient une atteinte virale directe. Bon, alors, apparemment, c'est pas si fréquent que ça, même si on en a beaucoup parlé. Est-ce que ça aurait un rapport avec le nombre la quantité de virus dans le corps ou pas du tout? Ça, on n'en sait rien. Hein. Alors, comment on va mesurer? On va mesurer la charge virale qui va circuler dans le nez ou ailleurs. Bon, on peut apprécier ça. Ça, on ne sait pas aujourd'hui. Et puis, il y a peut-être des variétés aussi, ou il y a peut-être surtout la réaction de l'organisme qui va être différente. Les individus ne sont pas égaux en face de la maladie et notamment en face d'une infection. Donc, il y a une atteinte respiratoire, il y a d'autres atteintes. Et puis, il y a des réactions de défense de l'organisme qui peuvent être, chez certains patients seulement, extrêmement massives. Donc, c'est cette réaction inflammatoire majeure avec sécrétion d'interleukines, de tas de substances, ce qu'on appelle la tempête des cytokines. Les gens maintenant connaissent ce terme, c'est pas nouveau. Hein. Donc cet emballement de défense normale de l'organisme qui font plus qu'il ne faudrait et qui en fait vont poser plus de problèmes que le virus lui-même. Donc la nature est bien faite, mais pas tant que ça, hein, en l'occurrence. Donc et là, on les retrouve dans quelle maladie, ces tempêtes? Dans toutes les pathologies virales, on retrouve des phénomènes inflammatoires. Donc ce n'est pas bien connu non plus. Hein. Non, mais à ce point-là, peut-être, voilà, il y a une question de degré. Après une pneumopathie virale, les gens, quand on mesure l'inflammation, déjà les images à la radio ou au scanner vont mettre peut-être du temps à régresser, hein, il reste des choses, et puis peut-être des fibroses pulmonaires aussi qui peuvent apparaître après séquelaires. Et puis, quand on mesure l'inflammation, par la vitesse de sédimentation par exemple, qui est très facile à faire chez le patient dans le sang, on voit que elle peut rester élevée très longtemps. Donc on sait que les mécanismes inflammatoires en réaction à des pneumopathies virales peuvent être très importants et durer longtemps. Et on a vu cette histoire chez des patients, c'est venu d'Angleterre, d'enfants qui ont quelque chose qui ressemble à la maladie de Kawasaki. Bon, elle est bien connue des pédiatres, hein, les gens découvrent la maladie de Kawasaki, c'est une maladie bien connue, mais des maladies, il y en a beaucoup, et qui est une maladie aspécifique, inflammatoire, et des tas de manifestations diverses et variées, dont on pense qu'elles sont secondaires à des agressions infectieuses, et en particulier virales. Donc ça, c'est connu. Là, apparemment, il y en a avec ce virus, peut-être pas, on verra. Hein. C'est des cas quand même très rares. Voilà, donc tout ça, il y a cette réaction inflammatoire très forte, il y a une atteinte peut-être d'autres organes à bien voir, il y a peut-être qu'on aura des séquelles qui font qu'il y aura eu des atteintes peut-être neurologiques ou au niveau respiratoire, peut-être des fibroses pulmonaires résiduelles, etc., qui seront très embêtantes, on n'en sait rien. Et donc des réactions inflammatoires très, très fortes également, et également, semble-t-il, des manifestations thromboemboliques particulièrement importantes. Donc, c'est-à-dire des petits thrombus, des petits caillots qui se font dans les artères ou les veines pulmonaires et qui
qui gênent l'oxygénation, qui s'ajoutent. Et d'ailleurs, c'est pour ça que, mais ça c'est connu aussi dans les pneumopathies virales, là ça a l'air d'être assez marqué, peut-être, c'est pour ça qu'il n'est pas aberrant de donner ce qu'on appelle une héparine à bas poids moléculaire chez les patients qui ont une pneumopathie grave dans le cadre d'un Covid-19, parce qu'il y a aussi ces facteurs thromboemboliques qui peuvent être très importants. On ne sait pas trop la part de tout ça, hein, on découvre. Et puis il y aura des troubles digestifs aussi d'ailleurs, des diarrhées avec le Covid-19. Donc c'est dire que les atteintes peuvent être multiples et on va définir des catégories de patients avec des formes qu'on va authentifier pour dire ah oui c'est un Covid-19 à telle forme, etc. On aime bien classer ça en médecine, c'est pratique, ça permet de voir plus clair et peut-être aussi d'avoir des stratégies thérapeutiques qui seront différentes selon la forme. Que c'est gentil de dire, tiens, c'est telle forme ou telle forme, mais peut-être que tout le monde ne devra pas avoir la même prise en charge. Les héparines à bas poids moléculaire, il ne faudra pas les donner peut-être à tous, seulement à certains. Peut-être que la ventilation assistée sera bonne chez certains patients et pas chez d'autres. On sait que c'est vrai que quand on est en réanimation respiratoire, moi j'ai fait ça pendant longtemps, on est dans un patient qui ne peut pas respirer, on l'oxygène et si ça ne suffit pas, on l'intube et on le met sous respiration assistée. Bon, et après ça va bien ou pas, etc. On a du mal à pas le faire, sinon il s'asphyxie, on le voit mourir d'asphyxie. Mais il y a des gens qui disent maintenant, ouais, mais alors dans le Covid-19, on va peut-être aggraver les patients et c'est pas adapté parce que le problème n'est pas là. Bon, ouais, à quel point on est précis, hein. Alors qu'on n'arrête pas de dire c'est essentiel, on va pas avoir assez de respirateurs, faut en fabriquer en urgence. Voilà. Donc, oui, à quel point quand même, il y a beaucoup de choses à découvrir. On n'est pas très clair. Oui, il y a une grande problématique aussi, c'est celle de savoir quand un patient est hospitalisé, à quel stade où il en est et à quel moment il a été infecté. Pour l'instant, c'est encore... Ah oui, alors c'est variable, hein. Alors on sait que entre la contamination et les premiers symptômes, il y a une durée variable qui peut aller jusqu'à 14 jours, hein. En général, c'est quelques jours, jusqu'à 14 jours. Après, il y a combien de temps la maladie va durer? Là, ça dépend. Hein. Il y en a, ça va vite, d'autres, ça dure plus longtemps. En plus, il y a des réaggravations en cours de route. Hein. Il y a des patients qui vont mieux et pof, ils se réaggravent. Et là, on comprend s'il y a une réaction immunitaire forte, qui est un peu décalée, qu'on ait quelque chose qui apparaisse après. Et puis, c'est peut-être le virus. On ne sait pas. Hein. Donc, il y a des formes variées. Et puis après, autre question. La convalescence, comment elle se passe? Est-ce qu'il y a des séquelles? Est-ce qu'on va être protégé contre la maladie? Pendant combien de temps on va être contagieux, etc. Tout ça, c'est des questions qui se débrouillent. On a des chiffres. Ça commence à devenir plus précis. Mais on fera vraiment le bilan plus tard. Hein. Il y a beaucoup de données à traiter. Est-ce qu'il semblerait qu'on se dirige comme dans le cas de la grippe, c'est-à-dire une immunité, mais qui ne resterait pas très longtemps, suffisamment longtemps pour durer d'une année à l'autre? Alors ça, on n'en sait rien. Il y a eu beaucoup d'inquiétudes là-dessus. On s'est dit, est-ce que tout le monde fait des anticorps? Est-ce que ces anticorps vont être protecteurs? Est-ce qu'ils vont durer longtemps? En fait, on n'en sait rien. Je crois qu'aujourd'hui, toutes les impressions qu'on a, moi d'après ce que j'entends, font que probablement on aura une immunité correcte. Comme, en général, dans une maladie virale, on a des anticorps qui apparaissent, pas tout de suite, hein, c'est pour ça que les sérologies, il ne faut pas les faire tout de suite, mais assez vite quand même, hein, au bout d'une semaine, 15 jours, après le début des symptômes, c'est quand même assez rapide, et après ils restent, après ils montent, et puis après ils vont rebaisser tout doucement, et puis ils vont rester plus ou moins toute la vie, hein, et après les gens ne vont pas faire, on fait rarement 2 fois une maladie virale, c'est rarissime, sauf si on a une baisse de l'immunité en cours de route. Est-ce que le Covid-19 sera différent? On verra bien. Mais alors, d'abord, il faut trouver des anticorps. Donc, il y a beaucoup de gens qui travaillent là-dessus, énormément. Hein, trouver des tests sérologiques. Parce qu'il y a les tests de recherche directe du virus. C'est ce qu'on connaît actuellement. Il faut tester. C'est avec la PCR. On recherche directement du génome viral dans le nasopharynx. Bon, ça, on sait faire. Après, il y a peut-être des faux positifs, des faux négatifs. C'est pas sensationnel non plus, ce test. Hein. Mais enfin bon, en gros, il est considéré comme correct. Non, on a amélioré, et puis on essaye de le simplifier, d'avoir la réponse plus vite. On essaye de faire dans la salive, on essaye de faire des tests plus simplifiés, à la limite des autotests, que les gens puissent se tester eux-mêmes. Ah, il y a plein de choses comme ça. Hein. Donc tout ça est en recherche. Donc ça, c'est des tests de recherche du virus lui-même, c'est-à-dire en fait des fragments de son génome. Et d'ailleurs, quand quand c'est positif, le test... on ne sait pas si le virus est vivant, entre guillemets, alors on va dire vivant ou pas, c'est peut-être s'il y a des fragments de génome qui se trimballent et que le virus n'est plus du tout infectieux, contagieux,
on va le trouver quand même, hein, mais ça, c'est pas du tout la même signification. Donc, les tests sérologiques, c'est trouver des traces par des anticorps spécifiques, contre ces virus spécifiquement, de l'infection qu'il y a eu. Alors ça, c'est très intéressant, c'est essentiel même pour l'avenir, pour savoir si... Alors, quand on trouve des anticorps, c'est bien beau de trouver des anticorps, mais est-ce qu'ils sont neutralisants? Est-ce qu'ils vont neutraliser le virus au laboratoire, in vitro? Et même s'ils sont neutralisants, est-ce qu'ils vont être protecteurs pour l'organisme? Est-ce que vraiment les gens qui en ont, est-ce qu'ils seront protégés s'ils en ont au moins une certaine quantité? Tout ça, c'est tous les travaux qui sont en cours. Il y a énormément de travaux là-dessus et on sera très content d'avoir les réponses. Hein. Donc, oui, c'est pas parce qu'on a des anticorps... Vous pouvez nous parler des traitements en cours, enfin des traitements. Recherches de traitements en cours? Il y en a plein, oui, bien sûr. En commençant par peut-être l'utilisation de molécules, de médicaments qui existaient déjà, ce qu'on appelle le repositionnement. Oui, parce que on veut aller vite, hein, il y a urgence, etc. De toute façon, les médicaments, on peut penser qu'ils arriveront après le pic. Parce que le temps, quand même, de les tester un minimum, etc. Et c'est pas évident de trouver des antiviraux. Hein. Il y en a beaucoup de déceptions. C'est rare, les antiviraux efficaces. Malheureusement, on voit bien dans toute l'histoire des virus, on a les vaccins, heureusement, mais les antiviraux, à part les trithérapies du VIH, à part des anti-herpès, anti-cytomégalovirus, il y a quelques médicaments, il y avait dans la grippe, la rimentadine, des choses comme ça. Malgré tout, au total, on n'a pas beaucoup d'antiviraux. Donc ça risque d'arriver après la bataille, les médicaments. Mais si on cohabite avec le virus et qu'il y a des formes graves, que ça devient endémique et qu'il y a des formes graves, s'il y a une deuxième vague, c'est tout ça, on sera content de les avoir. Donc, il faut faire très vite. Mais là, c'est vraiment très très vite. Donc d'abord, il faut pas céder à la panique et à l'urgence. Sinon, on va prendre quoi? Tous les produits dont on va dire tiens, celui-là, il est super, je l'ai essayé, ça marche vachement bien. On les essaye tous, vous allez prendre 50 produits tous les jours. Parce qu'il y en a un paquet quand même qui disent « Ah, moi j'ai essayé ça, j'en suis très content, et voilà comment ça marche. » Il y a des choses invraisemblables. Donc, c'est pas parce qu'il y a urgence qu'il faut pas être sérieux. Et pas quand même s'assurer que le produit marche vraiment. Vous me voyez venir. Mais effectivement, c'est très long de développer un médicament de zéro. Donc ça va prendre des années. Pour pas dire 10 ans. Donc, oui, donc ça arrive, c'est comme le SRAS, on a commencé à développer des trucs, on a arrêté parce qu'il n'y avait plus du tout de maladie, et on s'est dit c'est un peu idiot, quoi, autant faire de la recherche ailleurs. On regrette, parce que comme c'est des virus très proches, ce qu'on aurait fait sur le SRAS-CoV, ça aurait peut-être été applicable, intéressant pour le Covid-19. Bon, bref. L'idée, c'est de se dire, s'il y a des médicaments, s'il se trouve par une espèce de miracle, des médicaments aujourd'hui, commercialisés, ou au moins ayant eu tout le développement, même si on les a pas mis sur le marché, ceux-là, ils sont prêts. On a fait déjà, on sait qu'ils sont bien tolérés, ou alors, s'ils ont des effets secondaires, on les connaît, les effets secondaires. On les connaît bien, hein, on a fait des phases 3, des milliers de patients, tout ça, on a un bon bagage, et on sait les fabriquer aussi en quantité plus importante, on va gagner un temps fou. Donc, automatiquement, première priorité, le repositioning, le repositionnement en français. On prend des choses qui existent et qui ont une logique pour marcher. Alors là, il y en a pas mal, hein, des antiviraux. Tous ceux qui ont été essayés sur Ebola, sur SRAS, sur chikungunya, sur tout ça, il y en a plein. Ceux-là, on les ressort. Et même des anti-VIH. On se dit, parce qu'il y a des parentés de mécanismes. C'est pas comme ça, hein, c'est pas j'essaye au hasard. Il y a des mécanismes sur le virus. On peut jouer sur l'entrée du virus dans la cellule, hein. Donc ça, notamment, ça sera plutôt des anticorps monoclonaux ou des choses comme ça. Après, je vous le dis rapidement, après, quand le virus il entre, il va être dans une vacuole à l'intérieur de la cellule. Une vacuole avec un pH très bas. Il y a un effet antiviral in vitro de la chloroquine, d'accord. Il y en a de plein d'autres produits à d'autres moments. Il y en a qui vont agir sur la RNA polymérase, c'est-à-dire la multiplication de l'ARN du virus. Et là, il y a des produits dans les antiviraux qui sont testés actuellement, il y en a qui agissent là. Il y en a qui agissent sur les petits peptides qui vont être déglingués par des protéases et reconstruits après pour refaire de l'enveloppe de virus. Il y en a qui agissent là. Donc, il y a différents points où on peut agir. Et à la limite, quelque chose qui est pas mal, c'est d'associer deux produits qui agissent à deux points différents de la vie du virus dans la cellule. Comme ça, c'est le système du double verrou, hein. Donc, des fois, on a des synergies intéressantes. Bon, mais tout ça, c'est beaucoup de travail. Donc,
On peut faire du repositioning avec des produits antiviraux dont on pense qu'ils peuvent avoir une certaine activité. Et on sait qu'ils ont une activité antivirale. Ça se fait rapidement, ça, de tester l'activité antivirale, puisque le virus, on l'a isolé, on l'a cultivé, tout ça. On a avancé très vite. Donc, on a des produits, hein, donc c'est tous ceux qui sont testés actuellement. Il y en a peut-être 40-50. Hein. Il y a même on a même le Largactil là, qui est revenu en se disant tiens, il y a un effet antiviral. On a vu que chez les patients psychiatriques qui ont été traités, tout ça, ils en font moins. Il y a des choses intéressantes. On a plein de pistes de toutes sortes, Et alors, il y a eu la piste de la chloroquine. Et il y a souvent aussi cette interrogation qui revient. On a l'impression que tous les chercheurs et tous les médecins de la planète travaillent pour trouver un traitement contre le Covid-19. Pour soigner le Covid-19, mais que rien ne vient. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer combien de temps ça prend en temps normal pour faire un vaccin? Un vaccin, c'est plusieurs années. C'est plusieurs années. Donc, quand on dit si c'est en 2021, c'est déjà un exploit, en fait. En 2000 Il y en a qui disent fin 2021. Oui, deuxième moitié de 2021. Ouais. Ça, c'est extrêmement rapide. Voilà. C'est extrêmement rapide. C'est en mettant des moyens énormes. Oui, parce que il faut développer le vaccin. Hein. On peut pas faire de repositioning en termes de vaccin parce que on n'en a pas déjà sur les coronavirus. On en a dans d'autres maladies, mais il faudrait que ça marche. Alors, par exemple, cela dit, après, on va, par exemple, à l'Institut Pasteur, ils utilisent un virus de la rougeole, qui est un virus vivant atténué, et ils greffent du SARS-CoV-2 dedans. Ils utilisent le virus de la rougeole comme vecteur. Et c'est bien, voilà, donc ils utilisent déjà quelque chose d'existant. Hein. Donc un vaccin vivant qui rende sensible pour le SARS-CoV-2. Donc ça, déjà, c'est pas du repositioning, mais ça ressemble un petit peu quand même, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on connaît sur le virus sur le vaccin de la rougeole, hein, contre la rougeole. Après ça, il faut du temps. Il va falloir, il y a plusieurs façons de faire des vaccins. On peut vacciner contre l'ARN, on peut vacciner contre des protéines de l'enveloppe, lesquelles, etc. Il y a beaucoup d'approches possibles. Donc il va falloir en essayer. On en a plein qui sont à l'essai actuellement, plein de pistes, plein d'abords différents. Il y a énormément d'équipes. On a des moyens financiers énormes pour la recherche d'un vaccin, parce que le vaccin, c'est quand même... Alors, il y a des gens qui disent, oh, le vaccin, on va nous imposer un vaccin, mais enfin, si on avait un vaccin, on serait content. Le vaccin, si on va vivre avec ce virus, alors s'il disparaît et qu'on le voit plus du tout, ça serait extraordinaire, mais on n'en sait rien. Tout est possible. Tout est possible. Hein. Mais il y a une possibilité qui est pas nulle, qui est même plutôt importante, qu'on vive avec lui, qu'il existe, à l'état endémique, avec éventuellement des poussées épidémiques ou donnant lieu à des variants éventuellement. Donc il faut travailler le vaccin pour plus tard, pas pour le pic actuel. Bien évidemment, on prépare l'avenir en essayant d'aller le plus vite possible. Donc il faut déjà avoir des idées, il faut préparer au laboratoire des trucs. Ensuite, il va falloir vérifier au laboratoire qu'il est immunogène, c'est-à-dire qu'il déclenche bien chez les animaux une réaction anticorps en l'occurrence à l'injection. Et puis après, il va falloir le tester chez l'homme. Hein, donc on va faire des essais. Puis il y a des tests d'innocuité avant. On ne veut pas, pour aller vite, tuer des gens, faire du mal. Là, ce sera un scandale sanitaire pour le coup. Donc ça, on ne veut pas faire. Donc on va l'administrer à des volontaires de façon sécurisée, hein, en ayant fait tout ce qu'il fallait pour. Et alors c'est la phase 1. Après, on peut faire phase 1 et 2 en même temps. Bon, pour aller plus vite. Enfin, après, là, c'est de la cuisine technique pour essayer d'aller vite. Sans prendre trop de risques, sans prendre de risques. On en prend toujours un petit peu. Il faut faire attention. Hein. La précipitation peut créer des drames. Hein. Donc après, on va l'essayer chez l'homme. Il faut d'abord savoir en fabriquer. Une fois qu'on voit que c'est immunogène suffisamment, on va en fabriquer suffisamment pour pouvoir en donner à des hommes et des femmes. Et on va regarder s'il y a une réponse immunitaire. Hein. Donc il va falloir des centaines de patients. De gens qui ne sont pas des patients, qui sont des sujets, et puis on va regarder ce que ça donne. Et puis si il y a des anticorps, est-ce que c'est protecteur, à quel taux, combien de temps il reste, voilà. Et après, une fois qu'on dit tiens on a un vaccin, on va mettre en route la machine pour produire. Il va falloir les produire. Des fois c'est très compliqué. Il y a des technologies extrêmement de biotech qui sont très compliquées. Donc on va, voilà, et ça va être probablement assez cher au début parce que c'est de la haute technologie, c'est pas des trucs qu'on fait comme ça dans un coin de cuisine. Donc il va falloir
préparer la production, et puis après, faire tout ce qu'il faut pour sécuriser le dossier, et on va le déposer, on va avoir une AMM, hein, à ce moment-là, avec tous les éléments d'efficacité, de sécurité qu'on peut avoir. Et on continuera à l'observer, parce que peut-être qu'il y a des choses qu'on apprendra avec le produit sur le marché, qu'on n'avait pas prévu avant. C'est comme un médicament, quand on le met sur le marché, on ne sait pas tout. On a fait des milliers de patients, mais on n'a pas fait 2 millions. Donc on va surveiller, après on le lâche avec un élastique, le produit, hein. Toujours on surveille la vie après la mise sur le marché. Alors quand on dit, on trouve tel effet secondaire après, bah oui, mais on le trouve parce qu'on a cherché, on a regardé, et on sait très bien que quand on met sur le marché, il y a des choses, des événements rares qu'on n'a pas pu voir. Donc ça fait partie de la vie normale. Donc vous voyez que ça prend du temps. Hein, donc si on a un vaccin utilisable et produit en quantité suffisante en 2e semestre 2021, eh ben on sera très content. Et ce serait du jamais vu en termes de... Ah, jamais vu. On n'a jamais vu ça. Non, alors il y a la grippe, mais la grippe c'est différent parce que on adapte très vite. Hein, comme ça vient d'Extrême-Orient, en général, les mutations. Donc on sait qu'il va arriver, on a un certain nombre de mois devant nous pour mettre au point le nouveau virus. Mais on part de la base du virus grippal, antigrippal précédent. Donc du coup, on a déjà plein de choses qui sont déjà faites. Et on adapte juste au nouveau, vérifier qu'il est bien immunogène, et on essaye sur des patients, et on vérifie que c'est bon, et après on y va. Donc là, on peut aller très vite, mais c'est différent, on part pas de zéro. Oui, là, on parle de la recherche de médicaments dans tous les sens, et c'est vrai que tout est bon. Hein. Il y a les médicaments. Là, on a parlé que des antiviraux, mais on va aussi chercher donc des produits qui agissent sur la tempête des cytokines. Là, il y en a, c'est du repositioning beaucoup. Ça, c'est très intéressant. Hein. Beaucoup de recherches, beaucoup de grands essais qui sont en cours actuellement. On va également voir ce qui se passe au niveau thromboembolique. On va regarder, on va se préoccuper des surinfections bactériennes. On va essayer de voir tout ce qui est autour. Pour le virus lui-même, il y a des approches autres que le médicament. Il y a par exemple les plasmates convalescents. Hein. Si les anticorps de quelqu'un qui a fait la maladie qui est convalescent sont à un taux suffisant et sont protecteurs, on va se dire on va les isoler. On va isoler soit le plasma, soit on va prendre le plasma complet. C'est beaucoup mieux d'isoler les immunoglobulines spécifiques et on va les injecter. Ça, c'est classique, c'est ce qu'on appelle la sérothérapie. Ça se fait, ou des immunoglobulines spécifiques. Ça se fait dans l'hépatite B, dans tout, la sérothérapie dans la rage, tout ça. C'est très classique de faire ça, c'est pas nouveau. Donc, c'est une très bonne approche. Et existe-t-il des remèdes miracles? Ah oui, alors il y en a plein. Les remèdes miracles, il y en a plein. Manger de l'ail. Il y a ça, il y a eu, se mettre de l'huile de sésame pour empêcher que le coronavirus pénètre, se laver les mains avec l'urine d'un enfant, utiliser cette urine pour frotter les surfaces, oui, quand on n'a pas de gel hydroalcoolique. Il y a eu, boire de l'urine aussi, bien sûr, ça on retrouve toujours ça. Il y a, la cocaïne, oui, on a dit la cocaïne, on a dit la nicotine, hein, vous avez entendu parler qui protégerait. Alors ça, les gens ont été ravis de pouvoir dire « Oh, faut que je me remette à fumer ». La chaleur, on a dit plein de trucs sur la chaleur. On a parlé de la viande de bœuf, hein, qui était bonne aussi contre le virus. On a parlé de plantes variées. Alors, les plantes, c'est extraordinaire, comme les plantes, il y en a eu pas mal. Il y en a eu au Sénégal, il y en a eu à Madagascar ou autre. Alors à Madagascar, c'est l'Artemisia annua qui donne l'artémisinine, qu'on utilise comme antipaludique, qui est très connu. Hein. Mais quand on donne de l'artémisinine, c'est pas pour du paludisme, c'est pas sous forme de décoction. C'est qu'on a extrait la molécule de base, on l'a ensuite modifiée chimiquement pour la rendre plus efficace et bien tolérée, avec une dose bien précise. On ne donne pas des décoctions. Et puis surtout, la grosse ânerie, c'est de donner des décoctions d'Artemisia annua, c'est une armoise annuelle, et pour les gens qui ont du palu, en prévention ou en curatif, parce que on sait que ces produits-là, quand on les donne largement, vont faire émerger des mutants résistants de Plasmodium falciparum, qui est le parasite de la forme la plus grave, hein, mortelle, de l'accès pernicieux. Donc, jamais les utiliser en monothérapie. C'est connu dans tous les sens, ça. C'est pour ça que le traitement du paludisme actuellement, le gold standard, c'est un dérivé de l'artémisinine, qui peut être de l'artésunate, de l'artéméter ou autre chose, plus une autre molécule antipaludique. Et l'association des deux fait que s'il y a un mutant à l'artémisinine qui apparaît,
hop, il y a l'autre produit qui est là et qui va l'empêcher de se développer. Donc c'est l'association, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne donne jamais ces produits tout seuls, on les donne qu'en association. Quand je vois parler de médecine traditionnelle qu'il faut développer avec des décoctions d'Artemisia annua, parce que je connais bien ce sujet, j'ai travaillé sur ces produits, je connais très bien le sujet, j'ai visité des plantations d'Artemisia annua sur les hauts plateaux malgaches, etc. Donc c'est un sujet que je connais par cœur, c'est de la folie d'utiliser des décoctions d'Artemisia annua pour le paludisme. Monothérapie, en plus on ne sait pas quelle dose, on ne sait pas combien, on ne sait pas ce qu'on fait, etc. Donc surtout pas. Alors quand je vois sortir ça pour le Covid-19, avec un grand scandale au niveau des malgaches qui disent « oui mais c'est incroyable, on fait tout pour bloquer ça, pour l'utilisation du Covid-19, parce que je sais pas quoi, c'est la Big Pharma qui est derrière, on est dans n'importe quoi ». Donc il y a eu ça, il y a un pharmacien indien qui est mort, il avait fait un mélange d'oxyde nitrique et de nitrate de sodium, et il faisait bricoler lui-même ses médicaments anti-SARS-CoV-2, et il est mort. Hein. Voilà. Il y a la fagaricine, c'est un médicament gabonais. Je sais plus si c'est le docteur Pierre Piébi-Oyoubi qui a présenté, c'est plusieurs plantes médicinales, hein, c'est un mélange. Donc ils disent on a établi scientifiquement la preuve que ça marche. Voilà. Donc tout ça, il y en a plein. Une molécule qui renferme plus de 1600 principes actifs. C'est à la fois immunostimulant, antiviral, tout ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a eu un truc marrant, c'était le glutathion. Oui, il y a un type qui fait du glutathion en Amérique latine, je crois, et il en fait pour tout. Donc il a dit le glutathion, c'est le traitement du coronavirus. Il a décidé. Voilà. Enfin, il y en a. Alors, voilà, il y a eu tous les remèdes fantaisistes, etc. Voilà, donc quand on s'intéresse à l'information et à la désinformation et aux fausses médecines, là on se régale quand même, parce que on a tout. On a tout. Vous avez parlé tout à l'heure de la différence qu'il y aurait entre certains pays qu'on ne peut pas expliquer encore. Est-ce qu'on peut supposer que les formes sévères qui sont grandement liées à l'âge, mais est-ce qu'il y aurait aussi une possibilité de susceptibilité génétique? Ben ça, c'est possible. Hein. Vous savez, on n'est pas égaux. Hein. Quand quelqu'un contracte la même maladie et fait un truc de rien du tout, d'autres font un truc moyen et d'autres font un truc mortel, pourquoi? Pourquoi lui et pas moi? Mais ça, c'est valable dans toutes les maladies. Hein. Pourquoi on va faire une forme sévère? On n'est pas égaux. Et si on n'est pas égaux, c'est quoi la différence entre nous? En gros, il y a deux grandes catégories. Hein. Il y a l'inné et l'acquis. Soit on a une génétique différente, qui fait qu'on est plus prédisposé à faire une forme grave, ou à faire la maladie déjà tout court, et soit c'est l'environnement. Alors on va trouver, soit c'est les deux. Alors on adore dire que c'est l'environnement, malheureusement, on voit de plus en plus, maintenant qu'on a décrypté le génome, et qu'on fait beaucoup de corrélations entre des présentations génétiques et des pathologies, on se rend compte que la partie génétique est vraiment considérable, contrairement à ce qu'on pensait. Donc, éventuellement épigénétique, mais là on va entrer dans des choses plus compliquées. Donc, la génétique, peut-être, oui, et donc il y a beaucoup de gens qui travaillent sur des particularités génétiques qui peuvent faire qu'on va faire une maladie ou pas, et qu'on va la faire plus ou moins grave. Et est-ce que c'est fréquent d'avoir une différence entre les hommes et les femmes au niveau de la mortalité dans d'autres maladies? Oui, dans d'autres maladies, oui. Mais là, on ne sait pas du tout pourquoi. Hein. Alors on va dire c'est hormonal, on va dire c'est je sais pas quoi, on va dire oui, mais les hommes fument plus, ou ils ont plus de problèmes cardiovasculaires, ou ils boivent, ils fument. C'est de moins en moins vrai, les femmes s'y mettent aussi. Donc on ne sait pas, hein, franchement. Mais c'est quand même, c'est très net, hein, c'est 2 fois plus. Donc là, très net dans tous les pays, tout le monde est d'accord là-dessus. Oui. Donc, on cherche pourquoi. Donc il y a des études en cours, mais pour ça, il faut faire des... Alors on peut partir sur des idées, on peut avoir des intuitions et des croyances. Il y a des gens qui vont tout de suite affirmer, c'est à cause de ceci, à cause de cela. Mais c'est facile, hein, et c'est pas pour ça que c'est vrai, d'un seul coup. Il faut l'établir. Parce qu'on s'est tellement trompé en santé dans toute l'histoire, mais on s'est trompé de façon magistrale et de façon tellement fréquente, qu'on est un peu échaudé. Donc on regarde, on vérifie, est-ce que le fait existe bien? Oui. Et comment? Essayer de trouver, vérifier. Pour l'instant, c'est vraiment contre-vérification. C'est vraiment trop tôt. Aujourd'hui, oui, pour savoir pourquoi, oui. Au 12 mai. Le fait qu'il y en ait plus, comme la différence est très nette, du coup, quand elle n'est pas très nette, on peut se dire ça peut être des fluctuations, d'échantillonnage, tout ça. Elle est très nette.
Et puis c'est facile à voir quand même si hommes et femmes. Donc, oui. Donc dans les décomptes, dans toutes les études cliniques, on note le genre. Voilà, donc ça explique qu'on en parle. Et donc, comme vous aviez dit, des nouveaux virus, il y en a régulièrement, des pandémies aussi. Maintenant, ce qui est complètement nouveau dans cette pandémie actuelle, c'est le fait qu'on ait eu recours au confinement et les impacts que ça va avoir, sociaux et économiques. Ça, on peut dire que c'est une grande première dans une pandémie. Est-ce qu'on a déjà... Alors, il y a déjà eu des impacts? Il y a déjà eu des confinements, hein. Il y a eu des villes dans le temps, il y a longtemps même, qui étaient bloquées parce qu'il y avait la peste ou je ne sais pas. Donc il y a déjà eu des confinements. Mais la moitié de l'humanité au moment... Mais là, comme ça, non. Là on est à quelque chose de jamais vu. Donc, on essaye de voir, hein, on se dit... Alors, évidemment, moi, je suis très partagé sur le confinement. Je comprends bien d'un point de vue infectiologique, c'est très bien de confiner, parce que du coup, on diminue la circulation du virus. Bon, alors, est-ce qu'on décale les cas et les morts? Est-ce qu'on les décale dans le temps simplement ou pas? Dans ce cas-là, ça fait un peu lourd quand même. Alors, certes, ça évite d'engorger les hôpitaux, ça, on est d'accord, les services de réa, mais quand même... Le prix à payer par la société, en termes d'appauvrissement, en termes de problèmes psychologiques, etc., le prix est énorme, il est massif. Le nombre d'entreprises, toutes les personnes qui n'ont plus de revenus pendant 2 mois ou 3 mois, c'est massif et la mortalité liée à ça va peut-être être importante. Donc tous les problèmes liés en plus au confinement, aux gens qui se retrouvent dans un petit espace à très mal vivre, il peut y avoir des séquelles, tout ça on ne sait pas le mesurer. Donc moi personnellement ça m'effraie beaucoup ce confinement massif. Et en plus alors il est partagé avec d'autres pays, avec beaucoup d'autres pays, avec les principaux, donc on se dit qu'on n'est pas tout seul, donc ça doit être bien de faire ça. Mais moi je m'interroge quand même, parce que il y a une préoccupation sanitaire qui est majeure et qui passe pour un médecin bien sûr en premier, mais la préoccupation économique, on peut pas, et sociale, on peut pas la supprimer, même en tant que médecin, parce qu'il y a d'autres désordres qui vont venir, médicaux, qui seront liés à ça. C'est vrai qu'un confinement ciblé aurait pu sembler plus intéressant, mais pour ça, il fallait détecter. Le problème, c'est que cette pathologie, elle parle pas avant un moment, et on est contagieux, et ça, c'est très compliqué. Donc dire, dès qu'il y a un cas, on l'isole, bah oui, mais ça fait 15 jours qu'il distribue son virus partout, on n'y arrive pas à isoler comme il faut. Alors tester, on peut tester. Simplement, il faut pouvoir le faire, il faut avoir toute la logistique. C'est facile à dire, ça, dans un discours, on peut très bien le dire. Il faut tester. Simplement, il faut la logistique pour les gens qui testent. Il faut avoir les tests, il faut qu'ils soient fiables, etc. Dire qu'il y a un coût, ça, moi, ça m'inquiète pas trop, parce que de toute façon, vu l'argent qu'on perd, de toute façon, le prix des tests, c'est qu'une somme en plus. Mais si ça évite d'autres pertes d'argent, pourquoi pas. Donc, moi, je suis très gêné avec cette histoire de confinement pour le préjudice, pour les entreprises et toutes les personnes les individuels qui travaillent, qui ne gagnent de l'argent que quand ils travaillent. Je parle pas de désastres pour la culture, pour le sport, pour tout ça, quoi. Les conséquences sont incalculables. Voilà, donc c'est pas... Alors, on n'a jamais vu ça. Parce que ce qui est extraordinaire dans cette histoire-là, ça n'est pas le fait d'avoir une pandémie virale. Je crois qu'on a passé du temps pour dire que on est habitué, c'est banal. Ça n'est pas le fait d'avoir un nouveau virus. On a l'habitude, j'en ai cité beaucoup. C'est la réaction des gens qui est extraordinaire, qui est nouvelle. C'est ça qui est nouveau. La réaction des gouvernants, la réaction des populations. Et avec, bien sûr, toutes les réactions d'hystérie collective qu'il y a pu y avoir. Hein. Le papier toilette, mais quelle idée de ce truc. Alors après, les masques, les tests, tout ça. Et après, il y a eu des tas de montées en puissance d'opinions critiques contre les gouvernements qui font ce qu'ils peuvent. Alors certainement, ils ont été très maladroits, ils ont fait des bêtises, on est d'accord. Mais ça a été compliqué quand même à gérer, et c'est pas fini. Je sais pas si ça répond à la question. Si, très bien. Que pensez-vous, ça c'est à titre personnel, hein, est-ce que nos us et coutumes françaises pourront revenir? Est-ce qu'on va pouvoir à nouveau se faire la bise, se serrer la main? Ah oui. Oui. Eh ben, non, mais ça reviendra, mais on ne sait pas quand. On ne va pas être systématiquement envahi de nouveaux virus qui viennent nous distancier en permanence. Mais bien sûr, il y aura de nouveaux virus. C'est évident. Il y en aura d'autres. Il y a des nouvelles bactéries, des trucs. Ouais, c'est surtout les virus, là, les nouvelles bactéries, il n'y en a pas des masses.
enfin on en découvre, mais qui existaient. Non, on en a qui viennent résistantes, hein, c'est la barbe, mais sinon c'est les virus, les nouveaux. Ils ont un potentiel d'évolution qui est extraordinaire. Oui, il y en aura d'autres. Merci beaucoup Gilles Roche. Donc si vous êtes d'accord, nous nous retrouverons pour une prochaine conférence médecine-société sur la thématique du complotisme en général, dans le milieu de la santé et plus particulièrement aussi sur le Covid-19. Eh bien avec grand plaisir, c'est moi qui vous remercie.